Salut les amis, salut à tous. Bien le bonjour, bien le bonjour. Comment ça va? Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquille, hein, on est là, hein. Ah, J'espère que le chat aussi va bien. on Qu'est-ce que espère que t'allais Zal dire? est là aussi. Ah, Zal, il y a le chien de Pipion à la limite, en plus il est bien visible là. Il, Ouais. il peut faire l'émission, il a l'air chaud. Ouais, là, il est prêt à donner son avis, hein, écoute. Ah bah oui. Ce sera pas pire que Oula, certains. fais gaffe au Non. rideau, je crois qu'il s'est pris le truc. Ah non, c'est bon. Il allait Aïe, tout aïe, 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 arracher. aïe. Ah ouais. L'habitude. Comment ça va? Ça va. Comment ça va, messieurs? Le retour a été bon? Ça va, on se remet tranquillement de nos émotions. Encore un peu fatigué parce qu'on n'a pas trop le temps de se poser encore, mais ça va venir, hein. Ça va venir. Faut attendre la fin de l'Euro pour ça. Et toi, Et Scipion, le retour à la maison fait du bien? ça va, ça se passe bien. On sort d'une deuxième sieste l'après-midi, donc bien manger, bien dormir. Autant en Allemagne, on a bien mangé. Là, on applique plutôt le bien dormir pour se reposer. Ouais, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Messieurs, on est toujours accompagné par notre partenaire Winamax, hein. Comme d'habitude, vous savez qu'avec eux, le premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à hauteur de 100 euros. Vous avez 10 euros de bonus supplémentaire avec le code Orge10, avec un dépôt par carte bancaire d'un montant minimum de 15 euros. Jouer comporte des risques et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Vous connaissez toutes les formes d'addiction. Vous avez un numéro pour vous faire aider si jamais vous sentez que vous perdez le contrôle. Tout ça est dit. On va pouvoir parler un petit peu des matchs de l'Euro, de faire un débrief. Vous avez vu le programme aujourd'hui, on va parler un petit peu des Bleus, on va parler du tableau final, on fera un bilan également avec nos MVP, nos déceptions, notre équipe type. On passera chacun un à un dans cette émission pour donner notre avis. On va commencer avec notamment le point bleu. Voilà, monsieur, on va parler très rapidement de ce match France-Pologne dans des gros traits parce que c'est pas un débrief à chaud, mais Bruce, voilà, j'imagine au global quand même bien déçu de cette équipe de France. Exactement. Si jamais Poiano, Mikotadze, on le kiffe et on va sûrement en parler après. Si Ouais, jamais pas polonais, il me semble, hein. On aimerait bien l'avoir en équipe de France, ouais. tu me dis, sinon je reswitch en attendant. On va peut-être faire ça ni vu ni connu. Tu me donneras le go quand c'est bon. Oui, excuse-moi, Kanto, du coup, on était où? Non, je disais qu'on n'a pas vu un grand match, un match de bonne facture de la part de l'équipe de France. On s'attendait quand même à une France bien plus dominatrice face à la Pologne. On a quand même été bien déçus. C'est ça. On a été extrêmement déçus même parce que voilà, il y avait quand même une première place à aller chercher et qui nous aurait évité peut-être une partie de tableau aussi compliquée puisque là, si on regarde ce qui nous attend, il va falloir être très costaud et il va falloir être bien plus fort que ce que l'équipe de France a montré dans cette phase de poule si on veut espérer quoi que ce soit. Et c'est vrai que sur ce match, ça a été très 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 décevant quoi. Voilà, il y a eu énormément de déchets. C'est vrai qu'on en a déjà un peu parlé. Kanté, on le sentait un peu plus fatigué, même si tout n'a pas été acheté, hein, mais tu sentais qu'il y avait un peu plus de déchets. Offensivement, comme d'habitude, il s'est pas passé grand-chose. Alors, on a eu quand même quelques occasions. Tu vois, Mbappé, il faisait sa spéciale où il rentrait sur son pied, etc. Mais encore une fois, dans le jeu, c'est bien compliqué. Il nous a fallu un penalty pour marquer. Et puis voilà, Dembélé, par exemple, enfin, moi perso, j'en peux plus. Alors oui, il obtient le péno, mais si tu regardes encore une fois toute sa phase de poule, le nombre de déchets qu'il y a dans son jeu, que ce soit la passe, par la passe notamment, ou le dernier geste, enfin, je trouve que c'est pas normal, c'est pas normal à ce niveau-là. Enfin, bref, ça a été vraiment trop insuffisant sur ce match, mais j'ai envie de te dire à l'image de ce qu'on a vu dans cette phase de poule. Alors oui, on n'a pas concédé beaucoup de buts hein, dans cette phase de poule, ok, mais la production offensive et par rapport au nombre d'occasions qu'on a eu quand même sur l'ensemble des trois matchs, ne pas réussir à marquer dans le jeu, enfin il y a eu un but, un CSC et un péno, ne pas réussir à marquer un but dans le jeu, enfin c'est juste honteux j'ai envie de te dire. Donc voilà, on voulait voir Barcola, il a montré des choses intéressantes, voilà, on va peut-être le revoir, en tout cas on espère quand on voit ce qu'il y a autour. Et encore une fois, Griezmann, qui n'a pas commencé titulaire, pour moi, c'est essentiel parce que sans un Griezmann, un bon Griezmann, je pense qu'on a peu de chances d'aller très loin dans cette compétition parce que c'est lui qui fait le lien un petit peu entre tout le monde. Donc voilà, en tout cas, on espère que l'équipe de France fera mieux contre la Belgique parce que même si la Belgique, ça n'a pas été impressionnant, ils peuvent nous sortir très clairement parce que nous non plus, on n'a pas été impressionnant. Donc voilà, il faudra voir autre chose parce que là, on est très 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 loin du compte. Scipion, il y a un homme qu'on attendait de voir, c'est évidemment Bradley Barcola. Bruce en a parlé. Bradley Barcola, après cette prestation face à la Pologne, peut-il prétendre à une place de titulaire dans cette équipe de France?
Bien sûr, parce que son heure de jeu face à la Pologne a été quand même très intéressante. Il n'a pas touché pléthore de ballons, mais voilà, il a apporté voilà, son sens de la percussion, un petit peu d'audace qu'il a manqué à l'équipe de France par moment contre les Pays-Bas et l'Autriche, des prises d'initiative. Et au bout d'un moment, il y a une action qui est pour moi délirante, c'est quand il remonte forcément sur 70 mètres le terrain, qu'il arrive à éliminer 3-4 Polonais qui se présentent dans la surface, il est tout seul, angle fermé. Bah, il n'a pas le choix de tirer parce qu'en fait, tous les autres sont très très loin. Mbappé, il court même pas pour l'accompagner. Donc c'est aussi un petit souci. Fofana l'a évoqué dans une de ses prises de parole face à la presse. C'est vrai que tu as l'impression que cette équipe de France, elle peut faire les efforts défensivement, mais quand il faut voilà, assumer devant, on n'est pas prêt voilà, à tous aller vers l'avant. Donc c'est un petit peu désorganisé, désuni. Mais pour revenir à Barcola, ouais, moi franchement, j'ai envie de voir ce type de joueur parce que ça a été un des rares frissons positifs de cette phase de groupe. Et il a fait beaucoup de bien. Il est peut-être sorti un peu trop tôt parce que je pense qu'il avait encore de l'énergie à apporter. J'aurais bien aimé le voir notamment peut-être avec un Giroud pour voilà, combiner, pour apporter quelque chose. Mais c'est vrai que sur cette première apparition, il y a quand même pas mal de positifs. Et c'est vrai que contre une équipe de Belgique, on peut s'attendre à un match un petit peu ennuyeux, stérile, vu le contenu des deux équipes. Moi, j'ai envie de le voir pour apporter ce petit sang frais. Bruce, il y aura un autre problème, c'est que Barcola à gauche, ça voudrait dire Kylian Mbappé dans l'axe. Et Kylian Mbappé n'a pas nécessairement envie de jouer dans l'axe. On les a vus permuter dans le match face à la Pologne où Kylian a commencé en 9 et il est venu finalement sur le côté gauche et Barcola s'est retrouvé un petit peu numéro 9. On se disait, bon, le mec il arrive première dans une grande compétition avec les Bleus, il se retrouve à jouer 9. Est-ce que ça va pas poser problème d'avoir Kylian Mbappé en 9? Est-ce que pour toi Kylian Mbappé aura envie de jouer à ce poste de 9 qui est un poste certes de finisseur et ça peut lui plaire, mais qui est également un poste ingrat où dans des matchs tu peux toucher 3 ballons et 3 ballons de merde? Bah, ce qui est assez fou, c'est que ces derniers temps, j'ai l'impression que le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire est plus un problème qu'une solution. C'est ce que j'entends ces derniers temps, parce qu'apparemment Mbappé dans l'axe, ça marche pas, alors que beaucoup croyaient Mbappé en tant que numéro 9. Moi perso, je fais pas partie de cela, parce que pour moi, il n'a pas les qualités pour. Pour moi, sa place est sur le côté. Et sur le côté, parce qu'on sait qu'il travaille pas beaucoup défensivement, donc forcément, ça peut déséquilibrer l'équipe. Donc c'est ça qui est fou, parce que c'est un joueur qui est censé être très fort, et quel que soit le poste qu'on va lui donner, bah, on va avoir des soucis. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, pour moi, il n'est pas fait pour être neuf, très clairement. Il est fait pour prendre la profondeur, avoir de l'espace, même si on le voit moins prendre la profondeur ces derniers temps. Donc pour moi, il doit partir du côté. Donc voilà, quitte à déséquilibrer peut-être un peu ce côté gauche. Bon, t'as Rabiot, etc. Faut que les autres fassent un gros boulot de compensation peut-être. Mais pour moi, sa place, elle est clairement à gauche parce que dans l'axe, il est peu influent, quoi. Parce que dans le jeu, c'est pas le playmaker extraordinaire. Pour moi, sa qualité première reste quand même sa vitesse, même si on le voit un peu moins là-dessus ces derniers temps. Ça reste la vitesse et c'est sur le côté qu'il peut avoir le plus de liberté à ce niveau-là et le plus d'espace. Et moi, je mettrais Giroud dans l'axe. Et après, je choisirais entre Coman et Barcola. Et vu que Coman, il a toujours des pépins, parce qu'apparemment, la dernière fois, c'était un torticolis. Donc, sur la forme du moment, vas-y, je partirais sur Barcola, parce que Dembélé, franchement, j'en peux plus. Donc, moi, je partirais Barcola, Giroud, Mbappé. Ça me semble être l'attaque la plus complémentaire et peut-être la plus en forme du moment, parce que même si Giroud, on l'a moins vu, pour moi, il a fait sa saison avec Milan. Et quand je vois le boulot des autres attaquants qui sont censés prendre sa place en équipe de France, personnellement, ils m'ont pas convaincu. Et au moins, Giroud, il t'apporte ce point de fixation. Et on sait qu'Mbappé, ça peut aussi lui servir, par exemple. Donc, moi, je partirais là-dessus. Ça me semble être l'évidence, mais je pense pas que Deschamps fera ça. Scipion, le problème c'est qu'on a vu Antoine Griezmann remplaçant face à la Pologne. On peut pas imaginer qu'Antoine Griezmann le reste. Qu'est-ce qu'on sacrifie dans ce milieu? Kanté, Rabiot, Tchouaméni. Il y en a un qui doit laisser sa place à Antoine Griezmann. C'est un joueur que j'aime beaucoup forcément, mais la performance de Tchouaméni contre la Pologne est désastreuse. Faut le dire, il a énormément raté, il a fait des passes dangereuses, il n'a pas été dans le coup. Autant contre les Pays-Bas, je trouvais que son rôle de l'ombre était efficace. Mais là, honnêtement, Kanté, Rabiot et Tchouaméni, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Peut-être que Deschamps, je pense qu'il aurait dû reposer soit Rabiot ou Kanté, voire les deux contre la Pologne, parce qu'on a senti qu'il y avait pas mal de fatigue. Et oui, Griezmann, on sait que voilà, le match contre la Pologne, son entrée, elle n'est pas très très bonne. On a encore eu ce petit souci au niveau des coups de pied arrêtés qui n'ont pas été très bien tirés. Mais le match contre les Pays-Bas, même s'il n'y a pas la conclusion, je trouvais que dans le jeu, on se l'était dit avec Bruce, il y avait quand même un peu plus d'influence, il pesait. Et puis voilà, il va peut-être lui falloir un petit déclic. Mais moi, je préfère quand même Griezmann, même si je pense que on risque d'avoir encore ce milieu de terrain-là face aux Bleus. Je ne sais pas si Griezmann sera sacrifié, mais voilà, moi, je me dis que c'est plus impossible parce qu'on sait qu'en équipe de France, on a l'impression qu'il y a un petit souci ouais, de communication, de fraternité dans le vestiaire. Et moi, je serais même pas étonné, tu vois, de voir Griezmann sur le banc Tu penses, face à la Pipion? Belgique.
Bah, en vrai de vrai, je me dis que s'il a Ah, le si, choix de le mettre contre si le c'est. Pologne, moi je serais même pas étonné, tu vois. Moi évidemment, je partirais avec lui et Ouais, je me ouais. dis bon, ça fait quand même beaucoup Tchouaméni, Rabiot et Kanté. On peut quand même faire Rabiot-Kanté, le duo contre l'Autriche, ça a très bien marché. Et Griezmann un peu plus haut qui lui redescendra défendre, ça y a pas de souci. Mais franchement, vu la tendance du groupe, tout ça, tu sais, je serais même plus surpris, tu vois. Ouais, bah, je vois ce que tu veux dire, mais perso. Après, Deschamps, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression. Alors, ça se trouve, on dit ça et la France, ils vont gagner l'euro et tu passes pour un Ouais, con, voilà. mais j'ai l'impression que Deschamps, il est en train de perdre le fil et un peu ses joueurs et son groupe ces derniers temps. Avant, il tenait toujours son groupe et tout. Là, j'ai l'impression que c'est un euro où ça peut finir, ça peut bien partir en vrille, etc. Et pour moi, c'est Griezmann qui symbolise un peu ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors oui, ces derniers temps, et notamment sa fin de saison et tout, c'est vrai qu'il est moins en confiance, moins bien et tout. Mais sur le dernier match, au moins, on l'avait retrouvé un petit peu. Oui, il rate des occasions, etc. Mais il s'était créé pas mal de situations. On le voyait plus dans le jeu. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais continué avec lui sur le troisième match. Parce qu'au moins, j'avais vu un peu de mieux dans le jeu. Et je m'étais dit, bah peut-être, vas-y, c'est un match qui peut être pour lui, pour le remettre en confiance avant les phases finales. Mais moi, je pars du principe, comme j'ai dit un peu plus tôt, si on n'a pas un Griezmann au minimum bon, mais pour moi, c'est rideau. On peut rentrer chez nous. On n'a aucune chance d'aller au bout. Tu le sens qu'il manque quelqu'un pour faire le lien entre tout ça. Et ce mec-là, c'est Griezmann, qui est pour moi le meilleur joueur des 10 dernières années en équipe de France, le joueur le plus influent. C'est ce mec qui fait la pluie et le beau temps pour moi. Si lui, il n'est pas là dans le jeu, déjà que très souvent on est limité, il reste pas grand-chose. Il faut pas oublier que même si là, ça s'est ressenti, son manque de confiance, notamment sur les coups de pied arrêtés, ces coups de pied arrêtés nous ont aussi sauvés très souvent par le passé dans des grandes compétitions. Pour moi, en tout cas, si on veut aller loin, ça passe par un bon Griezmann. Donc, on n'a même pas le choix. Et je veux dire, qui tu peux mettre, encore une fois, à sa place. Personne n'est capable de remplir son rôle. On peut me dire ce qu'on veut, personne n'est capable de remplir son rôle. Donc j'ose espérer quand même que Deschamps va l'aligner titulaire. Parce que de toute façon, on l'a vu que même sans lui, contre la Pologne, bon, ça n'a pas été fou non plus. Donc je pense pas que ce soit que lui le problème, quoi. Bruce, on a parlé des milieux de terrain, on a parlé de Chouameni, on a parlé de N'Golo Kanté, on a parlé d'Adrien Rabiot et puis là d'Antoine Griezmann. Il y en a un autre qui a fait du bruit, c'est Youssouf Fofana avec cette déclaration après France-Pologne. Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch, mais si tous les autres ne me suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette déclaration par rapport au statut de Fofana? Si c'est un leader de l'équipe de France qui fait cette déclaration-là, elle aura déjà un impact, elle peut avoir un impact sur le vestiaire. Mais quand c'est un joueur avec un statut de remplaçant, comment on interprète ces paroles? Après, tu peux l'apprendre de différentes manières. Moi, je pense que c'est plus maladroit qu'autre chose, parce que c'est plus lié peut-être à la fatigue. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui parlaient de sa déclaration. C'est logique, parce que ça peut être par rapport à la fatigue des mecs, tu vois. Il y en a, ils vont être cuits en fin de match, donc forcément, ils peuvent pas suivre tous le pressing comme si c'était un début de match. Donc je pense que c'est un peu en ce sens qu'il a voulu, c'est ce qu'il a voulu dire. Je pense pas, tu vois, et c'est quelqu'un d'intelligent quand tu l'entends à chaque fois parler et tout. Donc Ah ouais, pour moi, c'est pour ça qu'on est étonné. c'est plus de la maladresse qu'autre chose et une mauvaise interprétation. Je pense que c'est plus qu'il a voulu dire que bah dans ces minutes-là et en fin de match, c'est compliqué parce que les mecs sont carbo autour de lui pour la plupart. Donc c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir le suivre dans un pressing par exemple où il va y aller solo. Moi je pense que c'est plus sur ça. Donc moi je vais pas faire d'histoire ou de polémique sur quelque chose où pour moi y a rien à redire là-dessus. Scipion, deux questions vis-à-vis de ça. Est-ce que Fofana n'a pas peut-être envoyé une petite pique à Deschamps pour lui dire moi je rentre à la 87e, donc si j'ai pas assez de temps, je peux pas avoir un réel apport sur le match et sur la rencontre pour venir un petit peu aider offensivement cette équipe de France? Est-ce que c'était plutôt une pique vers ses coéquipiers qui ne faisaient peut-être pas tous les efforts nécessaires pour essayer de pousser et permettre à cette équipe de France de marquer? Ou est-ce que c'était tout simplement une pique envers Didier Deschamps de dire bon voilà ton coaching au global il est pas bon, il y a que des joueurs qui sont brûlés sur le terrain. Comment tu l'interprètes? Et est-ce que tu n'as pas peur, comme moi, qu'on ne revoit plus Youssouf Fofana de tout l'Euro? Moi, je pense que Didier Deschamps, il va le mettre sur le côté. Après, il y a des chances, tu vois, dans la hiérarchie du milieu de terrain qu'on ne le revoit plus. Moi, je pense que, comme Bruce, c'est un petit peu maladroit. Après, par rapport au coaching de Deschamps, je pense que ça interroge pas mal parce que on l'a vu contre la Pologne. Le milieu de terrain, voilà, quand t'es Rabiot, bah, ils étaient cramés, les types, hein, honnêtement, enchaînés, en plus sous la chaleur de Dortmund. Et c'est vrai qu'ils faisaient bien chaud. C'était un petit peu bizarre parce que même nous, on s'était fait notre petite compo probable. On s'était dit, bah tiens, moi, je verrais bien Camavinga ou je verrais bien Tchouaméni, Fofana, justement, le duo à l'ancienne de Monaco. Il a voulu insister là-dessus. Et c'est vrai qu'au
au niveau de la rotation, pourquoi est-ce que Dembélé a un crédit illimité, pourquoi est-ce que Giroud rentre par-ci par-là et finalement on n'a pas pu le voir un match entier sur la phase de groupe pour préparer, parce que c'est ce qu'on s'était dit. On sait que Giroud, il arrête après cet euro-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le très court terme. Et nous, on a envie de gagner cet euro. Et si Giroud, c'est la meilleure solution devant, bah faut l'aligner. On prépare pas l'avenir avec un Marcus Thuram qui n'a pas donné totalement satisfaction, même si contre les Pays-Bas c'était mieux. Mais voilà, faut qu'on soit très très clair. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cet euro-là. Et c'est vrai que sur le coaching de Deschamps, mais moi, je le reconnais pas. Je pense que avec toi, Kanto, dans la team, on est ceux qui ont peut-être le plus défendu Dédé, on est ceux qui voilà, estiment peut-être comprendre où est-ce qu'il veut essayer d'aller, et même si on aimerait tous que ce soit une équipe de France un peu plus spectaculaire, on garde aussi ce côté rationnel. On sait que dans la version grand tournoi, c'est un très bon coach. Pour moi, l'erreur monumentale, et je crois que c'était Hatton qui le disait un peu plus haut, ça a été l'Euro 2021, où là, bah oui, il n'avait pas su trouver l'équilibre. Benzema, Griezmann, Mbappé, t'avais Kanté qui sortait une saison hyper longue avec Chelsea, qui était cramé, et puis voilà, il avait fait cette connerie avec l'anglais dans une défense à 5 contre la Suisse. Là, il est revenu un peu plus aux fondamentaux, en cherchant peut-être le fameux système de 2018 avec Matuidi / Rabiot pour bloquer le couloir gauche. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il cherche encore ses hommes, il cherche cette colonne vertébrale. Pourtant, bon, bah, les occasions, elles sont là. On estime qu'il y a peut-être un problème de création en équipe de France, c'est vrai. Moi, je vois surtout un gros souci de finition, parce qu'honnêtement, voilà, les occasions, on s'en est procuré quand même pas mal. On est, je crois, à 51 tirs pour 0 but, si on exclut voilà, le penalty. On est l'équipe qui a obtenu le plus de XG de la phase de groupe. Alors évidemment, voilà, c'est une petite donnée statistique. On peut aussi évidemment comprendre que ce que propose l'équipe de France, c'est limité. Mais j'ai l'impression que Deschamps, à force de tâtonner, c'est pour ça que la compo contre la Belgique, je suis hyper curieux de voir ça, et je pense qu'on risque d'être un petit peu déçu. Ouais. Et si juste je peux rajouter un petit truc, Vas-y, Kanto, vas-y. parce que j'en vois dire, faut arrêter avec Giroud, il est cramé. Mais les gars, Giroud avec Milan, il a fait sa saison. Moi qui regarde tous les matchs de Milan. Là, les gars, faut arrêter de comparer un mec qui rentre en cours de match où t'as quelques minutes, il te faut 10-15 minutes pour rentrer dans ton match dans des conditions comme ça, c'est super dur. Giroud, il aurait fallu le juger, tu vois, s'il a plus de temps de jeu, etc. Quand t'as des bouts de matchs comme ça, les gars, c'est pas évident. Faut comprendre ça, ça change tout. C'est rare que des joueurs ils rentrent dans des matchs comme ça et ils soient ultra influents, ce que tu veux. Et encore moins pour un profil, je pense, comme Giroud, tu vois, où c'est pas sa vitesse qui va faire la diff. Donc les gars, faut arrêter vos analyses comme ça et tout. Là, on a vu plein de joueurs alignés titulaires. Tous les matchs qui ont été catastrophiques, et ben je préférerais voir un peu Giroud titulaire, etc. et voir ce que ça peut donner peut-être, c'est tout. Donc les gars, faut arrêter 2 minutes. Moi, Isamovic, t'es pas d'accord, mais t'as dû voir aucun match de Milan. Tu dis il est cramé. Moi, j'ai vu tous les matchs de Milan. Je peux te dire qu'il peut apporter plus que certains en équipe de France. Oui, il prend de l'âge, oui, machin, mais il peut apporter d'autres choses. Donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Messieurs, le journal L'équipe, depuis quelques jours, nous donne des infos, des insides au sein de l'équipe de France. Alors des informations évidemment qui ne sont pas officielles, c'est le travail des journalistes de donner leurs propres informations, donc prenez-les un petit peu comme vous les voulez, mais a priori Didier Deschamps aurait peut-être un petit peu recadré Antoine Griezmann par rapport à l'intensité du pressing qu'il a mis quand il est rentré face à la Pologne. Donc il a un petit Et peu Mbappé, il l'a recadré ou il n'ose pas lui parler? Il a un peu durci le ton. Ensuite, il a piqué plusieurs joueurs de cette équipe de France avec lesquels il a commencé un petit peu à hausser le ton par rapport à leur performance. Il a évoqué également le cas d'Olivier Giroud où il a dit qu'il n'était plus capable de tirer le groupe vers le haut. Il reproche à ses joueurs également un manque d'engagement. On a vu ces derniers temps que les joueurs eux-mêmes, a priori, se plaindraient peut-être du manque d'intensité aux entraînements et ont même annoncé qu'ils se sentaient moins bien physiquement maintenant que lorsqu'ils sont arrivés dans ce groupe France pour faire la préparation physique, avec donc une préparation physique un petit peu défaillante. Si ces informations journalistiques du journal L'Équipe sont vraies, Bruce, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une équipe un petit peu en train d'imploser? Bah, quand on voit en tout cas la production sur les 3 matchs, oui, j'ai envie de te dire qu'il y a, bon, ça donne l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, et pour moi, ça a été criant avec notamment Grisou sur le banc sur le 3e match. Donc il y a des signes qui ne te trompent pas, tu sens que l'entente n'a pas l'air incroyable. C'est vrai qu'on a connu des équipes de France ces derniers temps où tu as l'impression que le groupe vivait bien, et c'est aussi grâce à ça que tu peux aller très loin dans une compétition. Là, c'est vrai qu'on ne ressent pas que le groupe vit bien, comme on dit, et ça se ressent sur le niveau aussi. Donc oui, j'ai l'impression que ça peut imploser, comme je disais un peu plus tôt. J'ai l'impression que Deschamps, là, tient plus forcément son groupe. Et peut-être au niveau de sa communication, et si là, tout ce que tu me dis, c'est vrai, enfin, j'entends quand même des trucs qui sont assez incroyables, parce que ça va taper sur tout le monde, et ça oublie certains joueurs, j'ai l'impression, très souvent. Après, Euh, tu peux pas tailler Mbappé, c'est ton joueur de ton équipe, c'est ton meilleur joueur, Bruce. Et si jamais la différence n'est pas faite par Kylian Mbappé, et on l'a vu en phase de poule,
lorsqu'il n'a pas été capable de faire la différence, tu marques pas. Face à l'Autriche, Mbappé change une fois Bah de là, côté, tu tu marques marques pas un non but plus, parce que hein. C'est un l'Autrichien, penalty, bah, hein. tu marques un penalty, d'accord. Dans Oh, le jeu, c'est ouais. pas faramineux, il a raté les Ah ouais. occasions. Face aux Pays-Bas, t'as pas Kylian Mbappé, t'as quasiment pas Hmm. beaucoup d'occasions du match, à part Antoine Griezmann Premier qui match, en il a, fait pas un grand match. mais qui se Hmm. foire. Non, mais au global, Kylian Mbappé n'est pas performant pendant l'Euro, et ça, je te Hmm. rejoins à 100%, même si je le trouve pas nul, il arrive quand même à avoir des occasions. Mais peut-être qu'il faut pas non plus trop tailler Kylian Mbappé, parce qu'on voit que cette équipe de France, sans lui, elle est pas capable de marquer des buts, elle est pas capable de se créer d'occasions, tout simplement. Bah pour moi, si tu critiques le travail défensif des joueurs, Mbappé, tu dois le critiquer dans ces cas-là. Parce que c'est pour ça qu'on se pose la question numéro 9. Il s'oblige à le mettre numéro 9 parce que Mbappé veut pas défendre. Et du coup, il est obligé, ça impacte le reste de ses choix aussi. Donc non, je suis pas d'accord. C'est juste qu'il a peur Et à C'est chaque... pas, c'est pas Ah, uniquement qu'il met Mbappé en neuf parce qu'il veut pas défendre, c'est ah parce qu'il si, il a estime peur de que ça. Non, il a peur de c'est parce ça. qu'il estime que Barcola peut avoir un apport et que Kylian Non, Mbappé doit aller à ce poste de numéro non, 9 parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a aucun numéro 9 en qui tu peux non, avoir c'est pas confiance. ça. Il sait... Deschamps, il a pas confiance en Giroud, il a à moitié confiance en Thuram, il lui a donné sa confiance, mais Thuram ne le lui a Non, pas forcément bien rendu depuis le début. je suis pas Donc finalement, d'accord. son alternative, c'est Colomwani ou Kylian Mbappé. Non. Colomwani sort d'une saison complètement blanche, il a mis Kylian Mbappé. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il met Mbappé pour la bonne essence. Il sait qu'il est meilleur sur le côté. Il le met. Lui, Bien sûr. dans le meilleur des mondes, ça serait Mbappé à gauche, Thuram dans l'axe en ce moment. Dans sa tête, c'est ça. C'est juste que ce qui le fait douter, c'est qu'Mbappé court pas, défend pas assez. Et du coup, il a peur de ça. Donc forcément, ça C'est pour ça impacte que le t'as reste. Rabiot. C'est pour ça que t'as Rabiot à ce Ouais, rôle ultra mais. défensif. Tu joues avec un milieu à 3 avec Chouamini, qui est un défensif, Kanté qui est un défensif, Rabiot qui est un défensif. C'est parce qu'il En sait que les mecs fait, de devant ne sont pas les mecs qui moi, ce défendent qui le me. plus. Sinon, tu mettrais un créateur au milieu. Tu mettrais un Griezmann, tu mettrais un autre profil qui est capable de créer. Là, si Deschamps il joue uniquement avec des défensifs au milieu de terrain et qui bétonne sa défense avec des mecs comme Koundé qui sont des défenseurs centraux de métier et qui jouent sur un côté avec une charnière centrale avec 3 défensifs au milieu de terrain, c'est parce qu'il a conscience que devant ça va pas défendre. C'est pour ça qu'il bétonne. Bah, ça va pas défendre, surtout Mbappé. Mais tu peux avoir un joueur qui défend pas. S'il reste, ça compense bien. Tu peux un peu compenser. Mais pour moi, c'est trop facile parce que quand Griezmann, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France, il tombait un peu sur Griezmann et quand il y avait le truc avec le brassard et tout. Mais Oui. Mbappé, il est intouchable. Moi, c'est ça en fait qui me. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est Griezmann le joueur le plus important. Je te parle pas de cet euro, je te parle juste avant. Oui, oui. Juste devant Mbappé. C'était peut-être les joueurs les plus importants. Mais moi, je mettais Grisou juste devant. Mais ça l'a pas empêché d'enlever des responsabilités, des choses à Griezmann pour les donner à Mbappé. Donc, quand ça va pas, pourquoi il est incritiquable? Même si c'est ton meilleur joueur ou ce que tu veux, pourquoi il serait incritiquable alors que Griezmann, qui était peut-être ton meilleur joueur, lui, tu lui as enlevé des choses. Pour moi, c'est trop facile. Donc, ça veut dire qu'on peut pas le critiquer, on peut rien dire, on peut rien faire. Pour moi, c'est ça le problème. Surtout que c'est pas comme si ces derniers temps, que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France, c'est pas comme si ces derniers temps, c'était le Mbappé, sa meilleure version qu'on ait vue. Donc, pour moi, il est critiquable ces derniers temps. Je suis désolé. Hein. S'il défend pas et qu'offensivement, il met pas de but ou il est pas ultra performant, bah pour moi, il est critiquable comme les autres. Voilà, ça s'arrête là, Moi, je quoi. pense qu'il est critiquable à juste titre et sur ça, je te rejoins. Après, est-ce qu'on doit lui tomber dessus forcément par rapport à ses performances Non, en je te Ligue? Moi, parle de Deschamps, moi, Kanto. Hein. oui, oui, Tu oui, me oui, parlais oui, de non, mais Deschamps. je suis d'accord avec toi. Il faudrait que Deschamps lui donne aussi des consignes et que Kylian Mbappé arrive à se mettre au service du collectif. Après, on sait qu'avec les superstars, c'est ultra compliqué. C'est pour ça qu'il y a des superstars qui sont passés à côté d'une carrière internationale. Il y en a d'autres qui font des belles carrières internationales. Alors aujourd'hui, Kylian Mbappé, on parle quand même de champion du monde, vice-champion du monde. Donc on va pas dire qu'il passe à côté de sa carrière internationale. Loin de là, parce que c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que sur cette compétition, sur quelques rencontres, on a le sentiment qu'il pourrait être critiquable. Maintenant, voilà, moi c'est un joueur qui a déjà beaucoup apporté à l'équipe de France et Didier Deschamps a bien compris que son salut passait vers lui parce que Didier Deschamps ne veut pas forcément faire jouer son équipe, il veut la faire défendre et derrière espérer un exploit de ses offensifs ou de ses créatifs. Sauf que quand ton créatif Antoine Griezmann n'est pas en confiance et n'est pas en forme et que tes offensifs qui sont capables de faire la différence, à savoir Kylian Mbappé, n'est pas au mieux parce qu'il sort d'une saison qui est un peu particulière, et ben ça donne une équipe de France qui n'est pas capable de marquer des buts dans le jeu à l'Euro. Scipion, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce groupe et de ces infos? Est-ce que ce sont des infos en lesquelles tu as envie de croire ou est-ce que tu as du mal à croire tout ça? Non, moi ce qui va m'intéresser, c'est forcément les leaders de l'EDF et savoir qui va pouvoir prendre un petit peu la continuité de joueurs qui manquent beaucoup, je pense, à cette équipe. Alors Yoris a été capitaine durant une bonne décennie, mais je pense plutôt à un Varane, à un Pogba. On a eu beaucoup de séquences où Pogba prenait la parole et on voit qu'avec cet EDF, peut-être ça manque justement de renouvellement de leaders. Pourtant, je pense que tu vois, tu as des joueurs avec du caractère, avec du vécu, qui pourraient s'estimer légitimes de pouvoir pousser des petits coups de gueule. On a vu
vu de temps en temps un Jules Koundé. Voilà, Rabiot, il approche quand même des 30 ans. On a Tchouaméni. En fait, c'est ça qui m'a interpellé, c'est que depuis la Coupe du Monde, on a quasiment le même 11, si ce n'est voilà, Varane et Lloris qui sont plus là. Donc, en termes, tu vois, de leadership, même Maignan, comme le dit Nati, tu vois, en termes de leadership, il y a des joueurs pour. Pour moi, il y a des joueurs pour. Maintenant, voilà, est-ce que ils ont peur de Mbappé? Est-ce qu'ils ont peur de Deschamps? Mais je pense qu'il faut qu'ils s'émancipent un petit peu de ça. Et dans un vestiaire, bah, voilà, s'il faut dire les choses, bah, faut réussir à être tranchant. Quand bien même bah, ce groupe EDF a un très très beau vécu, hormis l'Euro 2021. Voilà, nous, on est toujours aussi exigeants. On a tous envie d'aller le plus loin possible. Et on voit que sur ce début d'Euro, il y a des choses qui vont pas, très clairement, dans l'aspect offensif, dans la cohésion, dans le coaching, dans même le discours de Deschamps. Hein. Tu vois, quand Deschamps il dit voilà, moi je me contente de la deuxième place derrière l'Autriche, je peux pas y croire personnellement. Je sais pas si c'est un discours de façade ou quoi, mais toutes les compétitions des Deschamps, Euro, Coupe du Monde, il a toujours terminé en tête. Et là, tu vas me dire qu'il est content de basculer dans le groupe, dans la partie de tableau Hunger Games. Non, franchement, je pense qu'il essaie de protéger ses joueurs en disant voilà, le match contre la Pologne, la charre contre Dortmund et tout. Mais non, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est un petit peu forcé avec ce groupe France. C'est pour ça que voilà, moi j'ai envie d'y croire aussi. Tu sais, ce fameux, c'est un autre tournoi qui commence. Maintenant, j'ai envie de voir parce que c'est vrai que la Belgique a pas été non plus rayonnante, mais voilà, comme le dit Spacio, moi je pense que Dédé, on a peut-être fait l'erreur de le prolonger jusqu'à la Coupe du Monde 2026, qui tente d'aller chercher son euro parce que c'est le dernier titre majeur qui lui manque en tant que coach. Je peux le comprendre, après l'Euro 2021, voilà, petite erreur. Mais là, tu vois, ça fait un peu les pleins pouvoirs absolus, l'absence de remise en question. Et même si on adore Deschamps le joueur, même si le sélectionneur, bah ouais, c'est peut-être le plus grand sélectionneur de l'histoire d'équipe de France, on peut pas non plus, c'est le lot de toute grande sélection. Si au bout d'un moment on voit qu'il y a un fil conducteur qui casse, bah il faut estimer le changement. J'ai pas envie de me retrouver en fait comme avec Joachim Löw à enchaîner les compétitions avec voilà un sélectionneur qui n'est plus capable d'apporter du changement, du renouveau et d'avoir un groupe derrière lui. Et juste, si je peux rajouter un tout petit truc, Kanto, c'est Vas-y. Deschamps, on lui tombe dessus, je pense, c'est à juste titre pour le moment. Après, on verra à la fin du tournoi. Peut-être qu'on va retourner notre veste avec lui, mais je veux dire, oui, les joueurs, enfin, c'est quand même assez honteux. On est peut-être sur le papier, on a une attaque, voilà, on a des choix sur le banc, on a 6-7 joueurs offensifs où il y a quand même de quoi faire. Et pour le moment, enfin, je veux dire, c'est quand même honteux. Je veux dire, les mecs qui bossent à l'entraînement, leur finition, leur frappe, c'est quand même incroyable avec le nombre d'occasions d'être aussi nul devant le but. Comment c'est possible de pas mettre un but dans le jeu avec les occasions que tu as? Parce que là, je veux bien des chances ceci, cela, mais les mecs aussi, au bout d'un moment, je sais pas, c'est des joueurs de haut niveau, ils jouent tous dans des gros clubs. Comment tu peux avoir ces occasions-là et pas être capable de mettre un but? On est peut-être l'attaque l'une des plus faibles de l'Euro pour le moment, alors que sur le papier, on est censé être quand même parmi les meilleures attaques. Je veux dire, j'ai jamais vu ça, je crois, avec autant d'occasions et sur une phase de poule avec l'adversité en plus qu'il y avait en face, parce que, ok, l'Autriche, eux, c'est pas mal et tout, mais les Pays-Bas, je veux dire, c'est prenable. Je veux dire, la Pologne, je veux dire, c'est quand même honteux à ce niveau-là d'être aussi nul devant. Moi, c'est le truc qui me choque le plus. Parce que peut-être qu'on aurait un discours où on serait un peu dur sur Deschamps et l'équipe de France, mais on aurait pu mettre, allez, 2-3 buts dans le jeu dans cette phase de poule et on aurait fini premier et ça changeait déjà un peu la donne. Mais là, les mecs, c'est inexcusable ce qu'on a vu. C'est quand même grave, quoi. Enfin, c'est très grave. Allez messieurs, on va se mettre sous les yeux le tableau de cette Euro, de ces phases finales, maintenant que les poules sont terminées depuis quelques jours et qu'on va pouvoir commencer ces huitièmes de finale. Espagne-Géorgie, Allemagne-Danemark, Portugal-Slovénie, France-Belgique d'un côté du tableau. De l'autre côté du tableau, c'est Roumanie, Pays-Bas, Autriche-Turquie, Angleterre-Slovaquie et Italie-Suisse. On va laisser Zal tranquillement s'installer. Voilà, on regarde ce tableau, messieurs. Voilà, j'ai envie de dire, moi, il y a quand même une belle carotte, c'est les Pays-Bas qui terminent troisième et qui jouent la Roumanie. On aurait bien aimé être peut-être à leur place, même si en terminant troisième, on se serait arraché les cheveux. Mais voilà, c'est vrai que sur le papier, tu as une partie de tableau où tu peux arriver en demi-finale. Mais moi, on verra peut-être en braquette plus tard, mais je vois bien l'Autriche être ce demi-finaliste-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, et d'ailleurs, parce que nous, on était forcément au stade, mais l'Autriche-Pays-Bas, le débrief néerlandais était hyper salé, hein, avec Van Basten, avec Van der Vaart, qui ont mis des bastos incroyables, notamment Van Dijk. D'ailleurs, le but de Sabitzer, Van Dijk défend de manière incompréhensible en laissant, voilà. Ils ont fait exprès pour faire troisième, puis on tombe pas dans le piège. Honnêtement, c'est à se demander
si ça les arrangeait pas. Mais bon, tu sais que voilà, meilleur troisième, peut-être, tu sais, as un truc où tu peux aller aussi du côté Espagne, tu aurais pu Oui, avoir oui, non, les mais je Pays-Bas rigole, je rigole. ou l'Angleterre et tout. Mais c'est vrai que Pays-Bas troisième, tu dis qu'ils ont une immense carte à jouer, mais vu l'état de ce groupe, bah, c'est comme pas mal de sélections de grandes nations dans la difficulté. Je pense que ça va être quand même assez compliqué pour eux, ouais. Ça y est, on a retrouvé Zalou. Comment ça va, Zalou? Salut, salut, vous m'entendez? Ouais, on Salut. t'entend nickel. Salut. On t'entend très Salut bien. à tous. J'espère Bah, que vous allez bien. Bah ouais, ça va, ça Ouais. va. T'as mangé des bouchons un peu? Ah là, j'ai pris cher. Là. Ah, c'est dur, c'est dur. Bon, bah ça va. J'étais censé faire une heure de route, j'ai mis 1h30, pour te dire. Quoi. Ah bah c'est Mm. terrible. Du coup, t'étais censé arriver à 18h pile alors. Même avant, mais bon, comme j'avais pris un peu de retard, voilà quoi. C'est terrible, c'est terrible. Bah écoute, c'est pas grave, Zalou. On va peut-être te donner la parole directement, Zalou, pour te mettre dans le vif du sujet dans cette émission. Tu vas nous présenter ton MVP de la compétition, un joueur. Pono, on fait d'abord un joueur et après la nation. Hein. On fait pas les deux en même temps, on est bien d'accord. Donc Zal, je te laisse nous présenter ton joueur MVP. Bah alors, moi j'ai mis Kanté. Ok. J'ai mis Kanté parce que je pense que c'est la surprise de cet Euro. Personne ne l'attendait, même nous les premiers. Et franchement, c'est une belle surprise. Et puis, c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore des matchs qui nous attendent, en espérant évidemment. On espère. Mais bon, pour le moment, à l'instant T, pour moi, c'est Kanté. Après, j'aurais pu hésiter avec d'autres joueurs et tout, mais vraiment. On avait droit à qu'un. Un vrai coup de cœur pour Kanté. Et puis d'ailleurs, hein, ça s'est vu, hein, dès qu'on l'a sorti pour ce troisième match, ça a été tout de suite problématique. On a senti direct la différence au milieu de terrain. Et non, franchement, pour moi, c'est Kanté ce MVP de cet Euro pour le moment. Scipion, on t'écoute pour ton MVP. Moi, je suis. À moins que Pono, Ouais. tu veuilles enchaîner avec le pays MVP. Dis-moi, Pono, c'est comme tu veux. Soit on enchaîne avec le pays MVP, soit. Allez, Je bah te vas-y, suis, tu sais quoi? t'inquiète, il a dit, ouais. Tu sais quoi, on va faire Scipion avec le joueur MVP. Moi, j'ai mis Fabien Ruiz. J'ai mis Fabien Ok. Ruiz, même s'il n'a pas fait les 3 matchs, je trouve que ses performances contre la Croatie et l'Italie ont été épatantes, bluffantes, impressionnantes. C'est vraiment le milieu de terrain. Quand tu es à côté de Rodri et de Pedri, tu peux te dire que c'est peut-être être le maillon faible. Au contraire, ça a été vraiment l'élément très très fort de cette Roja. Honnêtement, il a été super intéressant. Forcément, tu as toujours ce côté en te demandant mais pourquoi est-ce qu'au Paris Saint-Germain il n'est pas comme ça. Peut-être des questions à trouver par rapport aux joueurs qui l'accompagnent, aux intentions de jeu. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que le Fabien Ruiz de cette équipe était rayonnant. Et justement, j'ai envie de le voir aussi comme ça avec le PSG, prendre l'initiative, tout ça. Faut pas tout rejeter sur ses coéquipiers, sur le club. Mais voilà, à l'image de son but contre la Croatie qui est d'un niveau technique hyper propre. Et voilà, j'ai hâte aussi de le voir pas monter en puissance, mais voir la suite de cet Euro, s'il va nous offrir autant de bons sentiments. Bruce? Moi j'ai mis Mikotadze pour la bonne et simple raison que c'est l'un des seuls neufs, ou voire le seul neuf qui a fait que des bons matchs. Pour moi, sur les 3 matchs, à chaque fois il a fait le boulot, il a su être décisif. Alors oui, il y a des pénaltys, mais même dans le jeu, la passe pour Kvara, son premier but aussi était beau, et même ses prises de balles, etc. C'est un poison. Et pour moi, je prends en compte aussi, tu vois, l'équipe dans laquelle il évolue, même s'il y a des bonnes surprises et que finalement il y a quand même du jeu et tout. Enfin, faire ce qu'il fait dans cet Euro, c'est tout simplement monstrueux. Donc, moi, très fan de ce joueur. Bon, on l'est tous un peu parce que forcément, avec la Ligue 1 et tout, on le connaît déjà. Mais je veux dire, ce qu'il fait à cet Euro, on se disait, il va faire sûrement le boulot et tout. Mais ça risque d'être compliqué. Et honnêtement, il crève l'écran et respect. Et voilà, j'ai envie de le récompenser. Allez, je me lance pour mon MVP. J'ai fait comme Scipion, j'ai mis le joueur espagnol Fabien Ruiz, le joueur du PSG, parce qu'il a fait partie des meilleurs joueurs tout simplement sur le terrain dans la première rencontre entre l'Espagne et la Croatie. Les buteurs avec un bagage technique assez incroyable qu'on voit assez rarement au PSG, avec sa capacité à essayer de tout le temps jouer vers l'avant. En plus, on l'a vu qu'il est dangereux quand il frappe de loin. Derrière, c'est un des grands artisans du match et de la victoire face à l'Italie, certes sur un score d'1-0, mais un match qui aurait pu être d'une facture bien plus salée pour les Italiens, encore une fois, parce que quand tu as un Fabien Ruiz capable de mettre un tel impact au milieu de terrain et capable d'arriver à trouver des passes clés, à casser des lignes, forcément, ça permet à cette équipe espagnole de faire partie des grandes nations de cet Euro. Donc voilà, j'ai pris Fabien Ruiz parce que j'ai été très 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 impressionné de sa phase de poule, même si sur le dernier match ça a fait tourner pour l'Espagne. En tout cas, les 2 matchs importants pour l'Espagne, il a su répondre présent et pour moi il fait partie des tout meilleurs. On va avoir également le MVP de Youss.
qui va apparaître à l'écran. Voilà, Yous a participé également, donc on va les regarder, hein, juste le temps que ça apparaisse à l'écran, moi sur le retour, parce que j'ai pas le retour du VMix. Donc Je il te faut que j'attende dirais, hein, pour le moment, que ça j'attends. apparaisse. À moins que c'est le Il a mis, même joueur. il Ah a bah mis c'est Fabien Fabian. Ruiz Ah aussi. bah c'est que Ok, ça n'a bah pas si c'est changé. aussi Fabian, bon bah on n'a pas besoin de justifier aussi. Pour Yous, Zal, je te rends la parole, l'équipe Ouais. MVP de ces phases de poule. J'ai mis l'Espagne. Pour moi, l'Espagne, c'est la seule nation qui a fait qui a réussi à gratter 9 points. Sur ce qu'ils ont présenté jusqu'à maintenant, honnêtement, c'est l'équipe la plus en place, la plus organisée et peut-être la plus complète, mis à part peut-être le 9. Bon, Morata, il fait le taf, hein, mine de rien. Mais non, ouais, l'Espagne, largement, hein, quand on parlait des grandes nations comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France et les autres, hein, enfin toutes les grosses nations, moi je trouve que c'est l'Espagne qui sort le mieux son épingle du jeu. Et de très très loin, pour moi, je mets l'Espagne, mais vraiment loin devant toutes les autres équipes, quoi. Ok, bah écoute, j'enchaîne puisque moi c'est la même équipe, au moins on va gagner du temps. C'est l'Espagne Ouais, pour ma part aussi parce que collectivement parlant, ils ont été incroyables. Au milieu ouais, de terrain, clairement. on a le sentiment, et j'ai parlé de Fabien Ruiz juste avant, qui fait une vraie compétition. Le milieu de terrain est tout simplement parmi les meilleurs de ce championnat d'Europe. Les offensifs, quand on voit le travail effectué par Nico Williams ou par Lamine Yamal, l'expérience d'un Morata devant, on sait que cette équipe offensivement, dans le passé, avait peut-être un petit peu du mal là, en termes de création. Là, on a des impact players, on a des joueurs capables de dribbler, des joueurs rapides, des joueurs qui sont capables de faire des passes clés. C'est ultra important. Et si on parle du secteur de la défense, bah, le Normand Laporte, notre petite paire franco-espagnole, bah, on a du leadership, on a deux joueurs qui sont très impliqués, très sérieux. Et même un garçon comme Cucurella, par exemple, qui n'était pas forcément attendu, parce que quand on voit la saison de Grimaldo, on pouvait s'attendre à un Grimaldo. Bah, même un Cucurella est parfait. Je ne veux même pas parler de Carvajal, qui est en train de faire une saison absolument parfaite. Unai Simon fait le taf également. Donc voilà, pour moi, j'ai mis cette équipe espagnole qui, sur les deux matchs qui ont le plus compté, a su répondre présente dans la poule de la mort face à la Croatie, face à l'Italie. Ils ont été là. Bruce, on enchaîne avec toi. Ouais, pas faire original, hein, l'Espagne. Hein, de toute façon, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix possible. Ils ont roulé sur tout le monde, défensivement costaud, au milieu. Ça a pu le football. Et voilà, on a pu cette Espagne stérile pendant quelques années où dans le jeu, ok, ça jouait à la baballe, mais tu sentais que dans les 30 derniers mètres, ça manquait de solutions. Et du coup, bah, bloc bas et c'était compliqué pour l'Espagne. Là, on sent que le danger, il vient d'un peu partout sur les côtés, que Nico Williams, Yamal, etc. Ça fait très mal. Bon, il y a des joueurs de ballon, bien sûr, les Rodri, on les présente plus. Tu as Fabian Ruiz qui est à un niveau aussi stratosphérique. Donc voilà, c'est l'équipe la plus cohérente et la plus impressionnante. Et quand l'Espagne est comme ça, avec sa possession de balle, le pressing, et qu'en plus de ça, bah, ils sont capables de mettre 3 4 buts par match. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est l'Espagne qu'on aime voir. En tout cas, c'est un football qu'on apprécie beaucoup. Ouais, ok, Scipion, j'imagine que c'est pareil pour toi. Ouais, évidemment, au-delà du bilan comptable qui est très très bon, c'est cette patte de Luis de la Fuente qui a réussi à mettre à la fois ses jeunes talents, un très bon jeu collectif et c'est pas uniquement de la possession, c'est une équipe qui a su enfin maîtriser un peu plus, je trouve, les 30 derniers mètres en trouvant voilà, beaucoup de combinaisons avec notamment bah, voilà, une petite montée en puissance de Rodri qui a été très très bon, je trouve, contre l'Italie. Et c'est vrai que voilà, on estimait qu'il y avait des favoris avec Allemagne, Portugal, France, Angleterre, mais je trouve que cette Espagne-là a vraiment une très très belle allure. Et ce qui leur Ok, fait, ok. excuse-moi Quentin, j'ai juste un petit truc, ce qui leur fait beaucoup de bien, c'est qu'ils ont deux mecs, bah, notamment Nico Williams et Yamal, enfin des joueurs capables un peu de percuter. Et c'est peut-être ce qui a manqué à l'Espagne aussi pendant un moment, tu vois. Ces dernières années ou quoi, il manquait peut-être des mecs capables de percuter, tu sais, forts en un contre un, capables d'accélérer et tout. Donc ça leur fait, je pense, énormément de bien. Et ça se ressent. Scipion, on te laisse la parole, un joueur qui t'a déçu sur cette phase de groupe. Un joueur qui m'a déçu, alors il faut que je le retrouve juste parce qu'on a tellement envoyé de trucs. Mon flop, j'ai mis Lounine. J'ai mis Lounine de l'Ukraine parce que même s'il a joué qu'un seul match, bah, il s'est sacrément troué le petit père. Et en plus, bah, voilà, on savait qu'avec le Real Madrid, il a été excellent, même s'il a dû laisser sa place à Courtois pour la finale. Il nous a fait une immense campagne de Ligue des Champions, il a été très bon en Liga. Et voilà, il a totalement pris l'eau face à la Roumanie, il a été puni, il n'a pas été bon à ce niveau-là. Et même si Troubine, voilà, derrière, a fait peut-être un peu plus le taf, bah, l'Ukraine est quand même éliminé. Voilà, je trouve qu'il symbolise un petit peu cette équipe ukrainienne qui n'a pas su mettre ses individualités en valeur. Et lui, voilà, il a été vraiment dans le dur sur ce match-là. Bruce. Moi j'ai mis Dembélé. Alors vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Dembélé, mais honnêtement, il m'a encore plus déçu que d'habitude, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, avoir autant de déchets à ce niveau-là,
Dans cette phase de poule, c'est pas normal. Donc, bon, on va dire que c'est une constante parce qu'il me déçoit souvent. Mais en fait, à ce point-là, c'est peut-être le fait qu'on ait vu tous les matchs de la France et que du coup, on était au stade. Mais il y a des choses, c'est pas normal, des passes, des poussées de balles. Enfin, c'est juste pas normal à ce niveau-là. Je veux bien qu'il soit rapide, ce que tu veux, machin. Donc, parfois, tu gardes un peu moins de contrôle. Mais honnêtement, j'ai vu tellement de déchets et c'est pas du petit déchet. Donc, extrêmement déçu. Zalou. Ouais, bah alors dans ce truc de flop, on aurait pu faire même un top 3 hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont déçu, mais moi j'ai mis Harry Kane. Harry Kane, bah, par rapport à ses prestations en sélection. Après, bon, évidemment, il n'est pas responsable de tout, mais pour moi, je suis quand même assez déçu. Il porte pas son équipe et on attendait beaucoup plus de lui. Donc je le mets dans mon flop numéro 1, dans le top 1 largement, quoi. Ok, je vais conclure. Pour ma part, j'ai mis un joueur de l'équipe de France, j'ai mis Antoine Griezmann. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, évidemment, il a toujours son bagage technique, mais Antoine Griezmann, on le sent peut-être moins bien physiquement, on le sent moins bien en confiance. Il est sorti du 11, notamment face à la Pologne. Face aux Pays-Bas, il a 2 occasions absolument énormes où il glisse un peu, ou en tout cas il s'en mêle un petit peu les pinceaux. On a le sentiment que voilà, il est pas au mieux en termes de confiance. Et c'est vrai qu'au global, par rapport à la qualité du joueur et à l'impact que moi j'attends, parce que j'attends de lui que ce soit tout simplement un des 2 meilleurs joueurs de l'équipe de France avec Kylian Mbappé. J'ai conscience que si tu veux gagner un titre européen ou un titre mondial, il faut avoir un grand Antoine Griezmann, il faut avoir un grand Kylian Mbappé. Je les mets limite tous les deux sur le même piédestal. Et pour le moment, ben voilà, on n'a pas un immense Kylian Mbappé, mais on n'a surtout pas un immense Antoine Griezmann. Donc j'ai mis Antoine Griezmann au niveau de mes flops. Zal, on commence avec toi pour l'équipe qui t'a le plus déçu, ton équipe flop. Bah, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. J'ai mis l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, bah, en vérité, je m'y attendais un petit peu parce que, comme chaque Euro, comme chaque grande compétition, l'Angleterre ont un 11, hein, c'est incroyable à chaque fois. Et c'est toujours la même chose. Alors après, ils vont peut-être me faire mentir sur cet Euro, hein, je ne sais pas, hein, on est loin d'être terminé. Mais pour moi, l'Angleterre me déçoit à chaque fois dans les grandes compétitions. Il y a eu du mieux sur ces dernières compétitions, c'est vrai, mais là, ils sont dignes des prestations de comment dire, de leurs anciens, quoi. En fait, ils n'arrivent pas à se trouver. J'ai l'impression que tous les joueurs sont cuits et pourtant, ils ont un 11 incroyable et franchement, en termes de football, c'est pas folichon. Ouais, ok, on enchaîne avec Scipion. Ouais, moi je suis parti sur c'est pas un favori, mais l'outsider éliminé de cette phase de groupe, c'est la Croatie, avec une vraie fin de cycle pour la bande à Modric, tout ça. Même si finalement contre l'Italie, ça s'est joué, oui, à quelques secondes et le but de Zaccagni, mais il faut pas résumer cette phase de groupe à ce but-là encaissé dans les derniers instants. Et ça a été extrêmement compliqué pour eux de réussir à produire du jeu, à dégager aussi voilà des individualités qui peuvent se mettre en valeur. Et je pense notamment à un Brozovic, tu vois, la différence avec Kanté par rapport à l'Arabie Saoudite, où lui il est totalement cramé. Et voilà, c'est vraiment la fin d'une ère, je trouve, pour cette équipe qui aura fait vraiment des très bons résultats en Coupe du Monde, notamment avec finale et dernier carré. Mais là, on a senti que voilà, c'était peut-être le tournoi de trop pour Zlatko Dalic et ces joueurs croates qui n'ont pas su voilà, remettre le bleu de chauffe. On s'attendait à ce que ce soit compliqué dans le groupe de la mort. Mais voilà, même le match contre l'Albanie, où si tu gagnais, tu pouvais peut-être espérer de dernier troisième. Même cette étape-là, ils sont passés à côté. Bruce, ton flop en termes d'équipe? Moi, j'ai hésité entre la France et l'Angleterre pour la bonne et simple raison que c'était les deux gros favoris à la base et que les deux ont déçu. Mais pour moi, l'Angleterre, c'est pire. Donc, j'ai mis l'Angleterre qui a fait 3 matchs horribles. Enfin, t'as pas l'impression que c'est les meilleurs joueurs d'Europe parce que beaucoup sont arrivés où on se disait que c'était les meilleurs à leur poste. Et tu le vois pas du tout. Enfin, tu voyais limite pas de supériorité par rapport aux équipes qu'ils ont affrontées, ou en tout cas très peu. Donc voilà, et la chance pour eux, c'est qu'ils sont dans une partie de tableau où il y a quand même un coup à jouer. Ils ont quand même fait premier, donc ils vont peut-être réussir à monter en puissance. Mais c'est vrai que l'Angleterre, pour le moment, c'est catastrophique. Et voilà, donc honnêtement. Mais c'est pas la seule grande nation, hein. Il y a quand même pas mal de Non, c'est belles sûr. petites nations qui sont honteuses. Et c'est vrai que nous, pour le moment, on en fait aussi partie, il faut le dire. Donc voilà, mais pour moi, les deux grosses déceptions, c'est France et Angleterre, parce que c'est deux ultra favoris et honnêtement, ce qu'ils ont proposé, c'est honteux pour moi en poule. Voilà. Après, Et je Ouais, voudrais juste rajouter un truc pour l'équipe de France, pour ceux qui parlent de l'équipe de France, n'oubliez pas qu'on est dans nos standards habituels. En vérité, c'est un grand classique de démarrer aussi mal dans une grande Aussi compétition. cata, ça, je suis pas sûr. Il n'y a rien Ah, là. Il si, y a rien. On est incapable de mettre un but. on est Non, presque c'est sur pire. un copier-coller de je sais plus quelle compète, mais On est on n'est pire pas pour loin. moi. J'ai rarement vu ça perso, hein.
Allez messieurs, je conclue moi avec une équipe qui s'est qualifiée, qui a même terminé deuxième de son groupe. J'ai mis l'Italie. J'ai mis l'Italie parce que l'Italie est une équipe qui m'a déçu, parce que ce qu'on avait vu dans le jeu après la première journée face à l'Albanie, ça m'avait semblé plutôt bon. On sait que cette équipe italienne est quand même championne d'Europe et on en attendait beaucoup d'eux. Maintenant, ce que j'ai vu derrière face à l'Espagne, une équipe de l'Italie qui joue absolument pas dans la même cour que ses adversaires espagnols. Ils en prennent un, mais s'ils en prennent 4 ou 5 sans un immense Gigio Donnarumma, pardon, bah tu peux prendre une vraie correction contre l'Espagne. Face à la Croatie, ils n'ont pas été capables de gérer leur nerf. Retegui n'a pas été clutch devant le but, mais la finalité c'est que tu es obligé d'égaliser quasiment à la 100e minute avec ce but de Zaccagni. Donc voilà, cette équipe d'Italie, moi j'en attendais un petit peu mieux et finalement bah, j'ai été au global assez déçu, et d'autant plus qu'en plus tu as des mecs quand même comme Calafiori qui sont en train de se révéler, tu as un Donnarumma qui fait un Euro encore une fois incroyable, tu as quand même des garçons qui sont vraiment au-dessus du niveau global de l'équipe, et pourtant bah, tu es quand même en grande difficulté, pas nécessairement capable de gagner un match. Donc voilà, et Italie, sincèrement, joue la Suisse et je m'attends presque pas à les voir passer la Suisse. Donc on verra tout à l'heure dans nos pronostics du bracket final, mais j'ai été quand même déçu de cette équipe italienne qui est pourtant une des équipes que j'aime beaucoup. Bruce, on va commencer avec toi cette fois pour la surprise en termes de joueurs. Juste, je précise, surprise, moi c'est un joueur que j'attendais pas à ce niveau-là. Genre, j'ai pas mis forcément une jeune pépite, et Ouais. c'est un joueur que j'aurais pu mettre MVP, j'y ai pensé. Donc j'ai mis Fabien Ruiz parce que je m'attendais pas à ce que le mec, après la phase de groupe, je me Ça dise s'entend, hein. clair. potentiellement je le mets MVP des groupes, parce que derrière, c'était mon deuxième choix, tu vois, derrière Mikotadze. Bon, ce qu'il fait, c'est stratosphérique. C'est vrai qu'au PSG, on le voit pas aussi bon, même ces derniers temps, je trouvais il y avait un peu de mieux. Mais honnêtement, là, il a un niveau de taré. Après, forcément, c'est pas la même équipe autour. Voilà, c'est pas les mêmes joueurs qu'au PSG, donc ça lui correspond peut-être beaucoup plus. Mais là, tu le sens libéré, avec beaucoup de responsabilités. Il tente beaucoup aussi. Et honnêtement, il est à un niveau assez fou. S'il maintient ça jusqu'au bout avec les milieux de terrain qu'ont l'Espagne, ça risque d'être quand même très compliqué pour les sortir. Mais honnêtement, je suis quand même impressionné. Je m'attendais pas à le voir à un tel niveau. Et Piao, même si je suis presque prêt à parier sur ton joueur, Vas-y, dis-moi. est-ce que c'est un Géorgien? C'est un Géorgien. Est-ce qu'il est milieu de terrain? Ah oui. Il est milieu de Ouais. terrain. Est-ce qu'il s'appelle Kochorashvili? Est-ce qu'il s'appelle Kochorashvili? C'est tout à fait ça. Allez, bon, Oui, t'écoutes. oui. Oui, parce que forcément, dans ce genre de compétition, on aime aussi découvrir totalement des joueurs. Et même moi, si j'aime être, on va dire, curieux footballistiquement, je ne regarde pas les vanter en deuxième division espagnole. Voilà, désolé pour ceux qui seront déçus d'apprendre cela. Mais c'est un milieu de terrain qui me parle totalement dans son abattage, dans son volume de jeu, dans ses récupérations, même ses projections offensives. Je trouvais qu'il a été super intéressant. Et je me doute que cet Euro va lui permettre de décoller. En plus, à l'éventer, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une quinzaine de titularisations. C'est pas non plus, tu vois, le joueur qui éclabousse tout sur son passage. Donc, tu Et avant vois, ça, il était en 3ème division. il était en troisième division. Donc, tu vois, le coup un petit peu. Alors, forcément, c'est toujours à pondérer parce que peut-être qu'il profite de l'Euro pour énormément briller. Mais je me dis que ce joueur-là, si tu l'encadres bien dans un club de Ligue 1, voilà, ventre mou, peut-être qu'il joue l'Europa ou la Conférence, il peut te rendre des services. Donc, voilà, l'ami Georgi Kochorashvili, enchanté. Tu m'as énormément plu sur cette phase de groupe. Zal? Bah alors moi j'ai fait l'inverse de Bruce, hein, j'ai mis Mikotadze. On a fait Ok. Mikotadze pas déjà meilleur buteur de cet Euro pour le moment. Et honnêtement, on attendait voir s'il allait pouvoir passer ce palier sur une compétition européenne, et c'est le cas. Et franchement, c'est plutôt une très belle surprise. Et c'est pas aussi anodin que la Géorgie a pu se qualifier, même si on prend les meilleurs troisièmes. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment cette surprise de cet Euro. Ok. Bon, Mais je suis d'accord bah. avec Bruce pour le côté de Ruiz, parce que moi, en étant parisien, jamais de la vie, j'aurais mis une pièce sur lui, quoi. Eh ben écoutez, je me lance pour ma révélation. C'est pareil que Scipion. C'est Georgi Kochorashvili, tout simplement. Pour les mêmes raisons que Scipion, parce que pour l'avoir vu à la fois du stade, en tribune derrière les buts, c'est là où tu vois la dimension tactique et tu vois les déplacements du joueur. Et on voit que c'est un joueur qui couvrait déjà beaucoup de terrain et qui, surtout dans sa capacité à aller se battre dans les duels ou à remonter les ballons, a été un élément précieux de cette équipe géorgienne. Je vais pas vous mentir, c'est un joueur, je connaissais même pas son existence avant l'Euro, et quand on l'a vu, je me rappelle en étant sorti du premier match qu'on est allé voir, ce Turquie-Géorgie,
on était tous un petit peu en train de débattre. Mais attends, mais c'était qui ce mec là, le numéro 6? Mais il était vraiment fort. Ouais, il était violent, Moi, il nous a je impressionnés. me rappelle, j'étais allé voir sur Flash Score, j'avais vu Kochorashvili, j'avais vu justement qu'il jouait en D2, qu'avant il jouait en D3 espagnol. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même dingue. Le pire, c'est que le mec a 24 matchs dans la saison avec les Ventés. Donc, comme l'a dit Scipion, c'est même pas un titulaire indiscutable dans son équipe. Et voir un mec qui est même pas titulaire indiscutable en deuxième division et devenir un joueur aussi fort, aussi impactant face à la Turquie, face à la République tchèque, face au Portugal. Enfin, je veux dire, t'as quand même un garçon qui est capable de jouer face à des nations avec des mecs en face qui jouent dans de grands clubs, dans de grandes équipes européennes. Et c'est là où je me suis dit, mais lui, vraie révélation, gros volume de jeu. Euh, Attention juste peut-être des fois physiquement en termes de longévité dans les matchs, je pense qu'il a encore à progresser là-dessus. Mais voilà, moi c'est un mec qui m'a énormément impressionné. Et voilà, c'est pas pour faire le hipster, c'est simplement qu'on l'a vu jouer du stade et c'est un des mecs qui m'a le plus marqué. Donc voilà, Georgi Kochorashvili pour ma part. Équipe révélation, Scipion. Bah, on va rester sur la Géorgie parce que les voir sortir du groupe, c'était pas du tout évident. Ils sont allés chercher leur match référence contre le Portugal, certes qui était déjà qualifié, mais voilà, ils ont mis énormément de cœur, énormément de talent. Même si Kvara sur les 2 premiers matchs contre la Turquie et la République tchèque n'était pas à son meilleur niveau, contre le Portugal, là c'était le grand Kvaradona. Mikko Tadze, voilà, vous avez bien résumé la situation sur ce joueur qui nous a enchanté en Ligue 1, mais le voir faire ça à l'Euro avec finalement peu de ballons touchés, mais à chaque fois c'est très très juste, et aussi avoir ce côté finalement efficace pour une équipe géorgienne. Tu as besoin de ça, tu as besoin d'un mec qui peut convertir à la fois des pénaltys, mais aussi le but contre la Turquie qui est excellent dans le déplacement. Et puis voilà, bravo à Willy Sagnol pour être allé au bout, première qualification, premier tournoi. Honnêtement, cette équipe, on sent qu'elle n'a pas le matériel pour résister sur tous les matchs, mais elle a énormément de cœur, elle a un très bel état d'esprit, et sur les sorties de balles, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est vrai que ça fait du grand plaisir de voir ce genre d'histoire. Et puis forcément, la grosse mention spéciale au-delà de tout ça, c'est le gardien. Madarashvili, les sueurs de Liga le savent, c'est un gardien qui est très très bon. Mais là, cet Euro-là, on découvre que avec Donnarumma, c'est vraiment le meilleur à son poste sur la phase de groupe. C'est un gardien qui a énormément de talent, qui va te chercher des ballons. Enfin, il y a 2-3 frappes sur cet Euro, c'est des arrêts monumentaux qui sont... Enfin, c'est waouh, quoi. Honnêtement, il a fait la perf qu'on attendait. Et voilà, un grand gardien, un très bon buteur, ça suffit pour exister dans un tournoi. Mais c'est pas que ça à Géorgie, c'est aussi voilà, tout un groupe qui vit l'instant présent à fond. Et même si contre l'Espagne, évidemment, on devine que ce sera très compliqué. Quoi qu'arrive, pour eux, le tournoi sera réussi et on aura eu voilà, cette belle histoire qu'on aura tous appréciée, je pense. Bah écoutez, je vais enchaîner parce que c'est encore une fois le même. J'ai mis la Géorgie et je pense qu'on sera pas mal à mettre la Géorgie dans notre équipe révélation. Géorgie, pourquoi? Parce que après avoir vu le premier match face à la Turquie, on se disait, bon, ils ont eu cette capacité à mettre le danger sur le but turc. Ils prennent 2 prix Puskás, la frappe d'Arda et cette volée de Muldur. On se dit, bon, bah voilà, c'est quand même pas de chance. T'arrives pour la première fois dans une grande compétition, tu prends 2 buts pareils où tu peux pas faire grand chose. Et finalement, tu perds 2-1. Et on s'était dit, ouais, mais peut-être que la défense turque aussi, elle est pas forcément au niveau d'un Euro. Donc peut-être que c'est pour ça que ces Géorgiens sont arrivés à faire des incursions dans la surface de réparation adverse. Et puis tu regardes le deuxième match, et là ça vient confirmer que même face à la République tchèque, c'est une équipe qui est capable encore une fois de jouer au foot, de tenir tête à une équipe qui, on le rappelle, a fait partie des grandes nations en Europe, même si aujourd'hui c'est plus forcément le cas, mais qui fait partie quand même des jolies nations européennes, la République tchèque. Et puis cette confirmation en s'imposant face à certes une équipe de remplaçants portugaise, mais une équipe de remplaçants avec que des joueurs qui jouent dans de grands clubs. Ils sont capables de s'imposer 2-0. Donc voilà, ça a été une montée en puissance de cette équipe géorgienne. Au début, on s'est posé la question, ah ouais, finalement ils étaient intéressants avec un grand gardien, avec comme tu l'as dit, un bon attaquant, avec Vara en superstar de l'équipe, avec un milieu de terrain et des révélations comme Kochorashvili. Mais est-ce que finalement ils sont réellement capables d'aller au-delà de ça? Et ben voilà, ça fait une défaite Turquie, ça fait un point derrière, progression, puis une victoire face au Portugal, encore une progression. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette équipe géorgienne. Zal. Après tout ce que vous avez dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Honnêtement, j'ai mis la Géorgie aussi. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 40 000 licenciés. Du coup, quand tu te dis qu'il n'y a que 40 000 licenciés et pouvoir aligner une équipe qui se qualifie à l'Euro, c'est quand même extraordinaire. J'ai toujours apprécié les petites nations, justement, pour leur faculté à produire des joueurs comme les Pays-Bas, par exemple. Mais là, c'est encore un autre monde. Et du coup, ouais, la Géorgie, en plus, ils ont fait un parcours où, bizarrement, ça a été un peu un parcours inversé. Le premier match, ils ne méritaient pas une défaite, un nul, une victoire, voire un nul minimum. Le deuxième match contre les Tchèques, ça reste quand même un petit miracle qu'ils puissent faire match nul.
Et contre les Portugais, on n'en attendait pas cher d'eux parce que les remplaçants portugais avaient peut-être envie de se montrer. Et finalement, ils gagnent ce match, mais sans aucune contestation possible. Donc, ouais, la Géorgie, c'est plus qu'une belle surprise. Allez, on termine avec Bruce. Pareil, pareil que vous, hein, équipe coup de cœur, bravo à Willy Sagnol, c'est la belle histoire pour le moment de cet Euro avec le gardien. Bon, je vais pas me risquer à dire les noms, j'ai déjà du mal de manière générale avec les noms de joueurs. Alors là, si je mérite, je vais faire des remixes. Mais gardien extraordinaire, le milieu de terrain que vous avez mis en belle surprise incroyable, il nous avait tous choqués. Puis bon, Mengvara, il n'avait pas fait de bons premiers matchs et son dernier match, par contre, est très très bon. Il était peut-être motivé aussi de jouer contre Cristiano et il a fait un vrai match. Mikotadze en a déjà parlé. Bref, une équipe qui, quoi qu'il arrive, sortira la tête haute de la compétition. On n'en attendait peut-être pas grand-chose, mais au moins ça se bat sur le terrain. Chacun remplit son rôle à la perfection. C'est des équipes que tu as envie de supporter. Et il y a des grandes équipes et des grandes nations de cet Euro qui feraient bien de s'inspirer peut-être des plus petites équipes parce que ce qui nous montre, on ne voit pas la même envie. Et pourtant, c'est censé avoir plus de facilité dans le jeu, etc. Donc voilà, parfois, il faut savoir rester humble. Et si ça peut servir à certaines grosses nations, dont la France par exemple, bah écoutez, tant mieux. Mais en tout cas, tu as envie d'être derrière ces équipes-là. Allez, Ouais. messieurs, Ah je bah, crois que c'est l'heure de présenter nos 11 types. deux petites secondes. En fait, quand je dis petite nation, c'est pas par rapport au pays. Les Pays-Bas, c'est une grande nation du foot. Je parle de la taille du pays où ils ont un vivier de joueurs beaucoup moins conséquent que l'Allemagne ou la France, ou voire l'Espagne, et même l'Italie. La Belgique, les Pays-Bas, c'est vraiment un petit vivier de joueurs comparé à nous, quoi. C'est incomparable. Nous, Ouais, l'Île-de-France, la- c'est l'équivalent des Pays-Bas, quoi. la Géorgie, c'est 3,7 millions d'habitants. Tu vois, Ouais, c'est pas c'est pas énorme. incroyable. C'est pas énorme. Bah tiens, Zal, t'as voulu la parole, garde-la. Ouais. Tu vas nous présenter ton 11 type. Ouais, je voulais faire un petit Fais-nous changement en rêver. défense. Je sais pas s'il a été fait, mais bon. Aïe, 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 Bah, c'est pas on va grave, je vais voir, le on dire va en voir ça. direct. Bah, tu le diras à Ah, l'oral. ça a été fait, parfait. Merci pour la réactivité. Ouais, bah du coup, je pense que je serai pas loin de tout le monde, mais bon, moi, sur mes impressions, du coup, j'ai mis Donnarumma. J'aurais pu mettre le gardien de la Géorgie, mais on va dire que Donnarumma, je le mets en premier parce que sans lui, je pense que l'Italie serait pas qualifiée. Bah, la Géorgie, en vérité, c'est pareil, mais Donnarumma qui prouve que dans les grandes compétitions, il est vraiment performant. Après, pour la défense, je fais tout le monde là, je fais tous les joueurs. Ouais. Tu Ouais. peux faire 2 par 2, la charnière. Tu peux Ouais, bah la expliquer charnière, global, hein. pour moi, j'ai pris Pépé pour cet Euro et puis aussi pour tout l'ensemble de sa carrière, pour ce qu'il montre jusqu'à maintenant. C'est incroyable ce QI football qu'il a encore, malgré son âge et sa vitesse qu'il a encore. Calafiori, pour moi, c'est une surprise parce que je ne le connaissais pas trop. Je ne suis pas le championnat italien et pour ce que j'ai vu sur cet Euro, c'est vrai qu'il a cette grinta italienne qui me plaît beaucoup. Koundé, peut-être le Français le plus sous-coté de cette équipe de France, qui fait pour moi une masterclass à chaque match, qui est solide. Alors c'est vrai qu'offensivement, c'est pas Théo Hernandez, même si Théo Hernandez nous a pas tellement apporté que ça, autant apporté sur les 2 premiers matchs, mieux sur le 3e. Mais Koundé vraiment solide en défense. Pour moi, c'est le meilleur Koundé qu'on ait vu jusqu'à maintenant. En tout cas en équipe de France. Cucurella, pareil, sa grinta, c'est pour moi celui-là qui m'a le plus plu jusqu'à maintenant. Après Kanté, bah, comme je vous ai dit, je l'ai mis dans mes MVP de cet Euro, donc obligé de le mettre. Et Musiala, Fabian Ruiz, on va dire qu'on fait que des masterclass dans leur sélection. Ensuite, Füllkrug, même en n'étant pas titulaire, pour moi, le peu de minutes qu'il a eu, il est déjà à 2 buts et pour moi, il mérite. Je vous en avais parlé en Allemagne, que pour moi, je l'aurais mis titulaire à la place de Kai Havertz. Mais bon, apparemment, c'est ce qu'ils vont faire pour les 8e, mais il mérite largement sa place en pointe par rapport au profil qu'il a et l'équipe qu'il a autour de lui. Et puis Yamal, pour tout ce qu'il fait, ce nombre de dribbles, sa jeunesse, sa fougue. Sûrement le futur crack du football de demain. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur prospect qu'on ait vu depuis très très longtemps. Donc Yamal, à mon avis, fera partie des meilleurs joueurs du monde. Mais bon, ça vous le savez déjà. Et puis Mukotadze, qui est pour moi cette belle surprise de cet Euro. Honnêtement, que dire de plus? 3 buts, une passe D. Il mérite d'être dans ce 11 type. Et ben Bruce va nous en dire plus puisqu'il va nous parler de son 11. Ouais, j'attends que ça s'affiche.
Du coup, gardien de la Géorgie, voilà, bon, il aurait pu avoir Donnarumma. Il y a aussi Maignan, mine de rien, qui a fait ses matchs, mais c'est un peu éclipsé parce que l'équipe de France, on les critique beaucoup cette phase de poule. Mais voilà, pour moi, ce gardien mérite amplement sa place. Il a été incroyable. J'ai mis Pep aussi dans l'axe comme Zal, parce que Pep, de toute façon, même malgré l'âge qu'il a, 41 piges, c'était impressionnant aussi vu du stade, ses anticipations quand il sort devant les attaquants et tout. Le mec est trop fort, il perd jamais un duel, un monstre. Calafiori aussi, bon, qu'on connaissait déjà un peu, hein, mais là, ce qu'il fait avec l'Italie, c'est très fort, surtout que l'Italie, bah, tout le monde n'a pas été incroyable, donc heureusement qu'il a été là, et c'est lui aussi, en plus, avec son dépassement de fonction, qui vient donner ce but en toute fin de match sur le dernier match. Cucurella, bon, comme Zal l'a dit, très très bon. Très très bon, rien à dire, hein. Bon, ça parlait des Grimaldo, etc. Mais c'est vrai que Cucurella, bah, il peut équilibrer aussi cette équipe d'Espagne et il fait vraiment le taf pour le moment. Carvaral à droite. Koundé aussi, c'est vrai que Koundé, j'y ai pensé parce que lui a fait le job et il fait partie des satisfactions de l'équipe de France, alors que souvent il a été critiqué. Mais Carvaral, pour moi, quand il est à ce niveau, c'est dur de mettre quelqu'un devant lui. Bon, N'Golo Kanté, parce que voilà, ses deux premiers matchs notamment ont été stratosphériques, hein, 2 fois homme du match, et c'était largement mérité. Même sur le troisième, on le sentait un peu plus émoussé. Mais voilà, pareil, il va falloir compter sur lui si on espère aller très loin. Fabian Ruiz, l'un des meilleurs joueurs tout simplement de cette phase de poule, ça n'a rien de revenir là-dessus. Sabitzer, bah, valeur sûre aussi, très belle saison. Un taulier, il fait beaucoup de bien à sa sélection. Et puis devant, bon, en pointe Mikotadze, de toute façon, je l'ai mis MVP. Et sur les côtés, Musiala, bien évidemment, qui lui a fait très mal avec l'Allemagne aussi, notamment sur les 2 premiers matchs. De toute façon, on n'est pas surpris avec lui, très facile techniquement. Et voilà, il y a une classe d'écart avec la plupart des joueurs de cette compétition. Et puis Nico Williams aussi sur le côté. Ce que j'ai beaucoup aimé, il provoque sans cesse, il fait beaucoup de différences. Et voilà. On verra où il signera. Bon, peut-être au Barça, mais en tout cas, c'est un joueur qui est très très intéressant. Petit Piao pour enchaîner. Ouais, bah évidemment, beaucoup de joueurs en commun avec mes camarades. Comme Bruce, je suis parti sur Mamadou au cash parce que voilà, il a été stratosphérique, même si Donnarumma n'a pas démérité. Petit changement en défense, c'est vrai que Pep, il a été monstrueux contre la Turquie, mais sur le tournoi ensemble, sur les 3 matchs, je trouve qu'Akanji a vraiment été le gros patron défensif. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur de cette phase de groupe. J'ai mis notre ami Mouldour parce qu'au-delà de son super but contre la Géorgie, je trouve que contre la République tchèque, voilà, il a fait un super match aussi pour aller chercher la qualif. Et voilà, ça fait partie aussi de mes petites révélations. Cucurella, pareil à gauche parce que bah, il a été monstrueux et on avait des doutes sur le fait qu'il soit préféré à Grimaldo, mais le choix de La Fuente est totalement justifié. Petit changement au milieu de terrain, moi j'ai comme vous pas mal Fabian Ruiz et Kanté. Moi j'ai mis Vitinha parce que bah, je trouve que c'était le meilleur portugais sur la phase de groupe, même s'il n'a pas joué le dernier match contre la Géorgie, mais ces 2 matchs contre la République tchèque, contre la Turquie, bah, ouais, c'est le Vitinha qui est monté en puissance avec le Paris Saint-Germain, plein de personnalités, un joueur essentiel à cette équipe, donc je l'ai mis. Et puis pareil, moi j'ai mis Musiala Mikotadze et en petit choix j'ai mis Ndoye parce que bah pareil, un joueur qui a fait une quarantaine de matchs à Nice qui aurait été totalement anecdotique pour moi et je trouvais qu'il était vraiment sorti du lot, qui a été impressionnant. Évidemment, vous avez cité voilà, les pépites espagnoles et ça aurait pu être leur place aussi, mais je trouve qu'Ndoye, voilà, globalement, j'ai beaucoup apprécié cette équipe suisse et Ndoye, honnêtement, en termes d'activité, première touche de balle, les occasions, le but contre l'Allemagne et tout, ouais, ça fait partie de mes vrais coups de cœur de cette phase de groupe. Et puis devant, bah, forcément, Georges Mikotadze, c'est pas seulement meilleur buteur, ça a été pour moi le meilleur numéro 9 de cette phase de groupe, avec, comme je l'ai dit précédemment, son activité, sa générosité et aussi son altruisme pour ses coéquipiers. Allez, j'enchaîne les copains avec mon équipe. Bon, au global, je suis quand même assez proche de tout ce qui a été fait. Dans les cases, j'ai mis Mamadou pareil, parce que bah, il a fait une phase de poule tout simplement impressionnante. Je suis parti sur une charnière Pépé Calafiori. Pépé, par rapport à l'expérience, on a vu avec Bruce le match du Portugal, l'intensité qu'il met au niveau de ses interventions, les tacles, les duels aériens, il est toujours impeccable. Il a un QI football et une anticipation assez incroyable. Calafiori, parce que c'est un Italien, on attendait peut-être un peu plus. Bastoni en leader de la défense centrale. Finalement, Calafiori nous sort un euro tout simplement XXL. J'ai mis Jules Koundé côté droit parce que pour le moment, il a été ultra solide, bien que c'est vrai que la plus grosse adversité qu'il a eu face à lui, c'était c'était pas grand monde, hein, à vrai dire. Jules Koundé, il n'a pas eu non plus des ailiers virevoltants pendant cette phase de poule, mais pour autant, il a fait des matchs tout simplement pixels dans l'ensemble. J'ai mis Ferdi Kadioglu, le Turc côté gauche, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé pendant les émissions. Je suis tombé complètement amoureux de ce joueur-là qui a une grosse densité physique, qui a une capacité à bien défendre. Juste voilà, il me frustre énormément parce qu'il veut jamais centrer. Ouais, J'ai l'impression qu'il n'a pas assez confiance à son pied gauche. À chaque fois, il fait un ouais, il crochet, rentre sur une passe son en pied à retrait. chaque fois. Ouais, ouais. Exactement.
Exactement, il rentre sur son pied droit, il fait passer en retrait systématiquement plutôt que d'envoyer des ballons dans la boîte. Bon après c'est vrai qu'avec Yilmaz, notamment au poste de numéro 9, t'as pas non plus un grand joueur de tête, mais voilà, dans l'ensemble j'estime qu'il varie pas assez et c'est ce qui me frustre, mais c'est vrai que défensivement et offensivement il a un apport, le mec il a 8 poumons, donc voilà, Ferdi Kadioglu, je suis fan de lui. Milieu à 3, N'Golo Kanté, je pense que j'ai pas besoin de me justifier avec son apport défensif et même offensif dans les petits espaces. Avec l'équipe de France, il a été brillant. Fabien Ruiz, je l'ai mis MVP de la phase de poule, donc je vais pas revenir dessus. Kojorashvili, je l'ai mis en tant que révélation et je l'ai mis quand même dans cette équipe-là, voilà, pour le kiff, parce que c'est un joueur qui m'a beaucoup plu dans son impact, dans sa capacité à aller au duel, à récupérer des ballons, à mener ce ballon vers l'avant, parce qu'on sait que la Géorgie joue énormément en transition rapide et il fait partie de ces joueurs capables de partir rapidement vers l'avant. À droite, Jamal Musiala, bon, j'ai pas besoin non plus de trop en parler. Jamal Musiala qui fait un petit peu ce qu'il veut du ballon quand il le veut. Nico Williams, avec Bruce tout à l'heure, on a sorti un petit peu cette qualité des ailiers espagnols avec des impact players et des joueurs capables de venir percuter, provoquer, dribbler tout simplement, alors qu'à l'époque, avec des mecs comme Ferran Torres, c'est vrai que tu es quand même assez limité dans le dribble. Et devant, Georges Mikotadze, pareil que vous, parce que en termes de numéro 9, quand tu mets 3 buts en faisant partie de la sélection géorgienne, c'est quand même gage de grande qualité. Donc voilà, mon petit 11. Messieurs, on va découvrir peut-être le 11 de Youss. Voilà, rapidement à l'écran. Je vais pouvoir le lire tranquillement. Le 11 de Youss qui va apparaître sur Twitch, le voilà. Mamadardashvili dans les cages, une charnière Akanji Calafiori. Il a mis Akanji comme Scipion. Il est parti sur Jules Koundé, Cucurella sur les ailes. N'Golo Kanté, Fabien Ruiz comme tout le monde. Toni Kroos pour venir compléter. Et l'attaque qui est globalement la même que tout le monde. Nico Williams à gauche. Jamal Musiala à droite. Et Georges Mikotadze en pointe. Messieurs, désormais, il va falloir que vous me racontiez une histoire. Et Bruce, je sais que toi t'aimes bien raconter les histoires. Raconte-moi l'histoire de ton tableau final. Ah ouais, j'avais oublié, je savais pas sur quoi tu partais. Ok. Donc prédiction bracket finale. Bon, déjà pour les huitièmes de finale, j'ai pas vu de grosses surprises, donc j'ai forcément faux, parce qu'il y aura forcément une grosse surprise dans le lot, même si sur le papier il y a quand même des tendances, mais il y aura forcément une surprise. Donc voilà, on va dire que j'ai vu les évidences sur les matchs où bon, il n'y a pas de gros écarts. Je vois quand même la France s'imposer contre la Belgique, même si ça risque d'être compliqué. Pour moi, ça va pas jouer à grand chose. Et hâte de voir, par exemple, on verra Doku peut-être face à Koundé par moment. Hâte de voir ce que ça peut donner, parce que là, Koundé, il aura une adversité un peu différente et qui peut lui faire pas mal, justement. Donc on verra, mais je vois quand même la France s'en sortir. Et après, Italie-Suisse, par exemple, j'ai beaucoup hésité. Mais vas-y, l'Italie, allez, comme ça, ils vont rejouer l'Angleterre derrière, ça sera sympa, même si la Suisse, pour moi, c'est plus carré que l'Italie pour le moment, mais l'Italie, faut toujours quand même s'en méfier, il y a cette expérience, etc. Ils peuvent s'en sortir, même quand on les attend pas toujours. Donc je mise quand même sur l'Italie, ces huitièmes de finale. Et après, je vois l'Autriche quand même bien supérieure à la Turquie. Moi, la Turquie, j'ai été pas mal déçu. On en a beaucoup parlé là-bas, Kanto. On a vu 2 matchs de la Turquie et c'est vrai qu'on a tout le temps été déçus dans le jeu. Pour moi, l'Autriche qu'ils ont montré, ça me semble bien supérieur. Même si, bon, c'est pas gagné d'avance, mais je vois l'Autriche s'en sortir. Et puis après, pour les quarts de finale... Pour moi, les 2 meilleures équipes pour le moment de cette compétition, c'était mes 2 favoris avant la compète, Allemagne du coup. Là, j'ai eu du mal à trancher parce que je vois l'Espagne légèrement supérieure pour le moment, mais je me dis que l'Allemagne, avec le pays derrière eux, etc., et vu les joueurs qu'ils ont, je pense que c'est peut-être le type d'équipe qui peut poser beaucoup de problèmes à l'Espagne. Mais pour moi, c'est potentiellement la finale avant l'heure. Donc voilà, fallait trancher. Donc je suis parti un peu plus côté allemand, mais j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Et puis Portugal-France, je vois le Portugal. Même si bon, le Portugal nous réussit plutôt bien depuis X années. Là, de ce que j'ai vu de la France, ça m'a beaucoup inquiété. Le Portugal, alors oui, sur le 3e match, ils ont perdu, mais ça a beaucoup fait tourner. Moi, j'avais vu un 2e match, notamment contre la Turquie, où c'était quand même très rassurant, notamment Bernardo qui avait été très bon. Je trouve que défensivement, c'est bien aussi. Il y a des joueurs de ballon au milieu de terrain. Et puis, tu sens que dans le jeu et techniquement, ils peuvent se créer quand même pas mal de situations. Donc, je vois le Portugal pour le moment un peu supérieur à nous. Donc voilà, si jamais ça arrive, malheureusement, et j'espère me tromper, je vois le Portugal se qualifier. De l'autre côté, je vois du coup l'Angleterre s'en sortir cette fois-ci face à l'Italie. Petite revanche, mais bon, l'Italie, ça a montré quand même peut-être certaines limites. Donc même si c'est une Angleterre très décevante pour le moment, je pense que ça peut quand même passer contre l'Italie.
Et après, l'Autriche, du coup, bah, vu ce que les Pays-Bas ont montré et vu ce que l'Autriche a montré, honnêtement, les Pays-Bas, c'est pas du tout rassurant, alors que sur le papier, il y a quand même de quoi faire. L'Autriche, pour moi, c'est beaucoup plus équilibré, carré, etc. Donc je me dis pourquoi pas. De toute façon, l'Autriche, c'était mon outsider et je pense l'outsider pour beaucoup de monde. Ça pouvait être une équipe surprise. Donc l'Autriche, pour moi, a le tableau pour potentiellement se hisser jusqu'en demi. Et puis après, du coup, on a ce Allemagne-Portugal. Eh ben écoute, je vois l'Allemagne se qualifier, puisque de toute façon, je les mettais vainqueurs du tournoi, donc je vais continuer dessus, surtout qu'ils sont à domicile. Même si encore une fois, ça peut être un match très compliqué, parce que pour moi, là, tout est compliqué, ça ne jouera pas grand-chose encore une fois. Mais vas-y, je mise sur l'Allemagne. De l'autre côté, l'Angleterre qui s'en sort face à l'Autriche après un match dégueulasse, mais ils s'en sortent. Et puis finale, l'Allemagne qui gagne contre l'Angleterre. Voilà. Et l'Angleterre, pour moi, ils ont beaucoup de chance d'être dans cette partie de tableau, parce que s'ils ont la partie de tableau à gauche, je pense que ça voyait pas les demi à coup sûr. Donc voilà, on va dire que c'est un peu un choix peut-être par défaut. Voilà. Scipion, est-ce qu'elle t'a plu Ouais. cette histoire? Et si elle t'a plu, j'aimerais quand même que tu me racontes encore C'était une long, ligne. non? C'est dur à raconter en Non, vrai. c'est bien. Bah, de Bah, fou. en fait, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais je crois que j'ai exactement au match près le même Non! bracket que vous. Ah, Non! Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais hop, t'as juste à changer la tronche, voilà. Oh là Et là moi, là. je suis parti sur Ah ouais. exactement les mêmes affiches. eh, le graphiste, il était content. Il a été Ah, payé le 2 graphiste, à 7 ouais. alors qu'il avait juste à changer une photo. Ouais, il a Copieur, juste- Pipion, copieur, tu viens de le faire. Il doit juste aussi changer un certain drapeau Slovénie-Slovaquie, mais bon, c'est. Oui. Ah Bon, oui. là, mais on le après, pardonne. si on dit pas au graphiste que ce sont deux pays différents aussi, c'est pas de sa faute. Et non, bah du coup, t'écoute. ouais, j'ai C'est fou. le même bracket final en voyant bah, du côté de l'équipe de France par rapport à ce qu'a montré la Belgique, une victoire, mais je pense que le Portugal, qui est quand même monté en puissance contre la Turquie, le match contre la Géorgie, comme vous l'a bien dit Bruce, voilà, il y avait quelques coiffeurs au milieu de tout ça, mais je pense que l'équipe portugaise a plus de certitude que nous. Moi, l'Allemagne, c'est mon vainqueur de base, donc je vais pas changer après les phases de groupe, même si tout n'a pas été parfait. Voilà, quelques choix un petit peu bizarres, même si normalement Füllkrug devrait démarrer. C'est vrai que le Danemark, ça peut être un peu piège, mais j'ai envie de rester sur mon petit choix. Et puis, forcément, dans l'autre partie de tableau, oui, l'Angleterre, c'est un petit peu par défaut, mais j'aimerais beaucoup qu'elle tombe. Mais je me dis à quel moment elle peut le faire. Et finalement, voilà, je pense qu'elle peut être peut-être surprise par l'Autriche, mais je me dis, il y a peut-être un petit peu de banc, peut-être que Southgate changera 2-3 trucs. Donc voilà. Et moi, elle dit qu'il n'y a pas de surprise. Moi, en vrai, Suisse-Italie, par rapport aux dynamiques de deux équipes, ça peut être une surprise de considérer l'Italie. Moi, je pars du principe que l'Italie n'a jamais perdu dans son histoire contre la Suisse. Donc déjà, tu vois, il y a quand même ce truc qui peut C'est leur vrai. porter un petit peu bonheur. Et après, bah, l'Italie, il faut jamais les enterrer, même si voilà, on sait que ça a été un petit peu ignoble sur les 2 derniers matchs. Bah, voilà, je pense qu'ils peuvent le faire. L'Autriche, je pense que, comme je l'ai dit dans cette partie de tableau, avec des équipes à sa portée, peut le faire, a montré un super visage contre les Pays-Bas. Et voilà, je vois un petit peu trop de désunion chez nos amis néerlandais pour réussir à rallier le dernier carré. Et puis voilà, moi je vois quand même une équipe allemande sûre de sa force qui va monter encore en puissance avec notamment un Florian Wirtz qui peut faire beaucoup mieux avec des joueurs qu'on n'a pas encore non plus énormément vus. Mais voilà, moi je prédis quand même l'Allemagne vainqueur final. Allez, Zal, On veut du écoute ton changement. histoire. Bah là, il va y avoir du changement, je vous préviens d'avance. Ah, Oula. Slovénie, Waouh. Ah oui. Ah oui. ah, Ah, allez, on t'écoute. on voit pas du tout la même chose. Ah non. On Donc, t'écoute, Zal. bah, je commence par l'Espagne. Hein. L'Espagne-Géorgie, malheureusement pour les Géorgiens, je vois quand même l'Espagne se qualifier. Ce serait vraiment l'exploit du siècle sinon. Mais ouais, je vois l'Espagne passer ce premier tour pas assez facilement, mais normalement. Enfin, je pense que c'est la base. Ensuite, je vois l'Allemagne évidemment passer le Danemark, qui est pour moi l'Allemagne est dans son euro, mais on a vu que contre des adversités, ça se compliquait un petit peu. Contre la Suisse, pour moi, le deuxième but, limite, je l'aurais validé. Donc pour moi, ils doivent perdre leur troisième match. Donc je vois quand même l'Allemagne passer contre le Danemark. Ensuite, le Portugal contre la Slovaquie, c'est ça? Slovaquie? La Slovénie. C'est ça. Slovénie. Oui. Contre la Slovénie, le Portugal, évidemment, je les vois passer quand même leur premier tour. Ensuite, le France-Belgique, pour moi, comme vous voyez le parcours, hein, pour moi, la France elle rentre dans son tournoi. Et c'est à partir des phases éliminatoires, ça a toujours été comme ça et ça le restera à tout jamais, je pense.
On s'est toujours compliqué la vie et là, on se l'est compliqué bien comme il fallait. Et maintenant, on y est, on est en plein dedans. On est contre la Belgique qui sont un peu dans la même position que nous, qui n'arrivent pas à concrétiser leurs actions et tout. Donc ça va être un match très intéressant, mais je vois quand même la France passer ce premier tour. Ensuite, les Pays-Bas, comme l'a dit Pipion tout à l'heure, ont pris une sacrée claque contre l'Autriche. Donc ça a été, je pense, l'alerte. Et là, c'est un peu on va dire c'est un peu une chance pour eux d'être toujours dans cette compétition et je pense qu'ils vont prendre le truc parce que, on va dire, intrinsèquement parlant, ils ont une équipe de ouf. Franchement, quand tu voyais le banc des Pays-Bas, moi je me dis que c'est une équipe qui a l'effectif pour aller au bout. Pour moi, après, c'est mon avis. Même si je suis pro-hollandais, mais c'est pas que ça, je suis aussi objectif. Donc je vois les Pays-Bas battre la Roumanie, même si la Roumanie a fait une belle prestation dans ses qualifs. Mais bon, les qualifs et matchs éliminatoires, ça a complètement rien à voir. Et puis je pense aussi par rapport à l'expérience. Ensuite, l'Autriche contre la Turquie. L'Autriche, hein, comme on a tous vu, c'est plutôt une belle équipe. Donc je pense qu'ils vont se qualifier assez facilement contre la Turquie. Ensuite, les Anglais contre la Slovaquie, même si les Anglais, pour moi, c'est un flop, mais je les vois quand même battre la Slovaquie. Ce serait quand même catastrophique de perdre au premier tour. Donc ça, c'est pas très compliqué de pronostiquer ça. Et ensuite, la Suisse et l'Italie, même si moi, justement, je voyais l'Italie aller loin avant ce démarrage de l'Euro, mais là, franchement, je porte beaucoup moins d'espoir. Et même si tu dis tout à l'heure, Pipion, que l'Italie n'a jamais perdu contre la Suisse, les Suisses, si on regarde toutes leurs dernières grandes compétitions, ils ont toujours fait des exploits de la sorte, en fait. Ils ont toujours gagné des matchs qu'ils ne gagnaient jamais. Donc, en fait, il se construit une histoire de compétition en compétition depuis ces 15-20 dernières années qui me semble cohérent aujourd'hui pour aller en tout cas, pour passer cette Italie-là qui est pas très, très, très forte pour moi. Donc après, on va passer du coup à l'Allemagne-Espagne. L'Allemagne-Espagne, les Espagnols, pour moi... même si l'Allemagne nous a produit un super premier match mais bon, c'était l'Écosse. Là, du coup, là, c'est plus la même histoire, c'est plus la même salade surtout. Donc, je vois quand même l'Espagne battre cette Allemagne qui sera chez elle évidemment, mais là, à l'instant T, sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je vois plus l'Espagne battre l'Allemagne sur un match à élimination directe. Ensuite, Espagne-Portugal, ça c'est un classique encore, hein, ça changera jamais. Et on va dire que pour moi, les individualités portugaises ont peut-être un petit peu plus fort que la France. Mais je pense que la France, grâce à ses victoires contre la Belgique, va pouvoir enfin lancer cette dynamique de groupe. Et à partir de là, que cette dynamique de groupe qui est très française, elle va nous permettre justement de battre ce Portugal-là. Ensuite, les Pays-Bas-Autriche, et là pour le coup, je pense que c'est l'expérience qui va jouer pour les Pays-Bas et qui pourront battre l'Autriche, parce que l'Autriche, si on les voit en quart de finale, c'est entre guillemets une demi-surprise, même si ça ne l'est pas sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais pour moi, les Pays-Bas battront l'Autriche. Ensuite, l'Angleterre-Suisse, c'est là où on va voir que l'Angleterre a ses failles et qu'ils auront beaucoup de difficultés. Parce que moi, je vois pas du tout l'Angleterre aller en finale de cet La Euro. Suisse qui sort Italie-Angleterre, ce serait beau quand même. Putain. Ouais. Pas impossible, hein, mais ça serait solide. Ouais, mais, c'est pas impossible. Moi, ces Suisses-là, mais moi, sur ce que j'ai vu, après l'Espagne, je la mets dans les équipes qui m'ont le plus convaincu, hein, franchement. Avec le Portugal sur les 2 premiers matchs, l'Allemagne, en fait, c'est biaisé parce que l'adversité n'était pas si énorme que ça. Ouais, mais ça, tu peux le prendre sur beaucoup de monde. Hein. Ouais, mais les Suisses, ils regardent contre l'Allemagne, ils ont joué l'Allemagne, franchement. Et avec le 11 titulaire de l'Allemagne, franchement, la Suisse doit gagner ce match. Pour moi, ils doivent gagner ce match. Hein. Sur ce qu'on a vu, largement, quoi. Phase finale, c'est différent après, quand même, phase finale. C'est sûr. Après, c'est mon avis, hein. On verra comment ça se passe. Hein. Mais vous avez sûrement plus raison que moi. Ça, non, pas forcément. Pas forcément. C'est un pronosticable. Enchaîne, Zal. Comment ? Faut enchaîner, Zal, on y va. Allez, toi, laisse-moi tranquille. Non, mais il faut enchaîner, là, sinon il y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Tranquille. Donc je vois bien la Suisse battre l'Angleterre et ensuite Suisse-Pays-Bas, pareil sur l'expérience, les Pays-Bas battent la Suisse. Et pour aller plus vite, France-Espagne, hein, comme on se retrouve, comme à chaque fois, la France bat l'Espagne en demi-finale et c'est France-Pays-Bas, le match qui avait peut-être conclu d'un 0-0, mais qui était quand même assez tactique et peut-être le plus tactique de tous ces Euros jusqu'à maintenant. Donc pour moi, France-Pays-Bas en finale. Voilà, mon histoire.
Ok, donc équipes de la même poule en finale. Donc finalement, le groupe de la mort aura bel et bien été le Pays-Bas groupe qui de... aura rejoué Autriche et France du coup en phase finale. Ah ouais, C'est carrément. assez fou quand même. Bah, ça serait sympa. En tout cas, belle histoire, Zal, pour ce tableau. À voir maintenant qui aura raison entre celui de Scipion et de Bruce d'un côté ou le tien de l'autre. Je me lance dans mon histoire assez peu originale finalement, mais on va commencer avec cette première rencontre romantique. L'Espagne, le MVP de cette phase de groupe face à la Géorgie, l'équipe surprise. L'Espagne va s'imposer avec 3 buts d'écart face à une équipe de Géorgie qui voilà, aura fait un bel euro, aura montré des qualités, mais là face à une équipe espagnole, la marche sera bien trop haute. Une marche trop haute qui sera peut-être pas le cas pour le match d'après, puisque l'Allemagne, comme l'a dit Zal, a connu peut-être une petite mésaventure face à la Suisse, une équipe d'Allemagne qui avait commencé cet euro à merveille, mais qui a été un petit peu plus en difficulté lors du 3e match de cette phase de groupe avec des Danois qui, eux, finalement auront été assez difficiles à bouger, à l'image d'un milieu de terrain percutant ou plutôt intéressant avec Heuberg et Hjulmand notamment. Et les Allemands vont être bousculés, un but partout, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver la faille et à s'imposer sur le score de 2-1. Les Portugais, eux, sont détentes face à la Slovénie. C'est un bon tirage pour les Portugais qui vont continuer à travailler, s'imposer tranquillement sur le score de 2-0. France-Belgique, attention à la rencontre. Celle-là, elle est très difficile avec une France qui n'a pas séduit, mais une équipe belge qui n'a pas séduit non plus. Attention à cette rencontre. L'équipe de France va encore une fois, pour l'histoire, s'imposer. Un but sur corner, un but sur coup de pied arrêté. Victoire 1-0. Qui sera le Samuel Umtiti de cet Euro 2024? On aura la réponse dans quelques jours. Autre partie de tableau, Pays-Bas-Roumanie. Quelle chance pour les Pays-Bas de terminer 3e de la phase de groupe, d'être quand même qualifiés, d'affronter une des équipes les plus faibles de cet Euro 2024, la Roumanie. Les Pays-Bas vont pouvoir dérouler, ils vont mettre 2 ou 3 buts d'écart à cette équipe roumaine. L'Autriche, équipe sensation, première devant les Pays-Bas et devant l'équipe de France, va évoluer face à une équipe turque qui s'est qualifiée, mine de rien, des problèmes défensifs, mais 2 victoires en 3 matchs pour les Turcs. Mais les Autrichiens ont quand même peut-être une équipe avec un petit peu plus d'équilibre et vont parvenir à s'imposer face à ces Turcs. Les Anglais, eux, n'ont pas convaincu, mais ils jouent face à une équipe slovaque. Ça va leur laisser du temps pour pouvoir travailler un match de plus. Ils vont s'imposer dans un match pas forcément ultra intéressant, mais les Anglais vont tout de même arriver à s'imposer. Suisse, Italie. Des Suisses qui ont été assez convaincants, des Italiens qui ont montré du bon dans le premier match, mais derrière se sont un petit peu effondrés sur la deuxième partie de la phase de poule, avec un match face à l'Espagne qui était de piètre qualité, un match face à la Croatie qui n'était pas non plus le meilleur match possible. Et là, les Suisses vont continuer sur cette lancée, et les Suisses vont parvenir à se qualifier pour les quarts de finale. L'Allemagne et l'Espagne, le pays hôte, face à la plus belle équipe depuis le début de la compétition. Après 2 journées, on était tous d'accord pour dire que c'était les 2 plus belles équipes de cet Euro. Elles se rencontrent comme prévu, on l'avait anticipé depuis déjà le début de l'Euro que cette rencontre allait arriver. Mais les Espagnols vont arriver à s'en sortir, c'est leur compétition. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit dans le chat, Cucurella est dans toutes les équipes types. Alors cette équipe d'Espagne ne peut rien craindre et elle ne craindra certainement pas cette équipe allemande. L'équipe de France face au Portugal. Cette équipe de France n'est pas séduisante, mais face à une équipe portugaise où sur un match, Cristiano Ronaldo passe un peu à travers, Bruno Fernandes n'arrive pas à se trouver, Bernardo Silva retombe dans ses travers en sélection nationale. L'équipe de France va arriver à s'en sortir. Un match là aussi assez ennuyant dans le texte, mais une victoire tout de même de cette équipe de France qui va aller un petit peu contre toute attente au stade des demi-finales en éliminant la Belgique et le Portugal. En haut, on aura la revanche de cette phase de groupe avec l'Autriche face aux Pays-Bas. Les Autrichiens ont montré de belles choses, mais les Pays-Bas maintenant ce ne sont plus les phases de poule. Voilà, là maintenant on est dans des phases d'élimination directe. Et cette fois-ci, c'est l'Autriche qui va encore s'imposer et va arriver à tomber leur pays voisin pour la 2e fois d'affilée. Angleterre, Suisse, les Suisses auront fait un beau parcours. Les Anglais, eux, toujours dans la difficulté, mais ces Anglais vont parvenir à tout simplement l'emporter. Face à la Suisse, on va enchaîner avec cette demi-finale. La marche sera trop haute cette fois-ci pour l'équipe de France, avec des Espagnols. Je m'en bats les couilles que vous soufflez. Les Espagnols vont, eux, tout simplement pouvoir pratiquer leur meilleur football et venir mettre fin au parcours de l'équipe de France. De l'autre côté, Autriche-Angleterre. J'ai hésité à mettre l'Autriche, mais j'ai quand même mis l'Angleterre parce que je pense que cette équipe d'Autriche, on les voit beaux, mais on les voit peut-être plus beaux que ce qu'ils ne sont réellement. S'ils vont en demi-finale, ça sera déjà beau. Je rappelle que l'Autriche n'a pas eu 50 occasions franches contre l'équipe de France, et pourtant aujourd'hui, on est tous en train de tailler l'équipe de France et on est tous en train de dire que l'équipe d'Autriche, c'est le nouveau Brésil. Mais pourtant, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions face à une faible équipe de France a priori. Donc voilà, on va voir pour les demi-finales et la finale. Voilà, il n'y avait qu'une seule équipe.
c'est l'Espagne qui termine meilleure équipe de cet Euro et qui donc devient championne d'Europe. On va pouvoir enchaîner tout simplement avec le Pronogate. Il a changé Quentin Nolan quand même. Hein. Ah ouais, bah ouais, mais moi on arrive à peu près à comprendre. Nolan, lui, tu regardes Tenet, tu comprends rien. Tu regardes Inception, tu comprends rien. Tu comprends jamais rien. Donc moi au moins on arrive à peu près à comprendre. Pronogate, les amis, du coup, les résultats. Et on a un seul bon point. Ah ouais, on a vraiment été nul, je suis en train de découvrir ça. Braque a passé son my match encore. Ah, il est premier, ça veut dire. 0-0 à la mi-temps. C'était le 0-0 mi-temps, exactement. Sinon, un petit point pour tout le monde, sauf Braque et pour Zal. Tout simplement, voilà, bien joué à Braque pour son my match, 0-0 mi-temps. Quand à 3-30, c'est 2 points pour le Bracou. Le classement, football reste en tête. Bruce en tête, 19 points. Braque deuxième, 18 points avec Scipion, 18 points. Quatrième, Kanto avec 16 points. Le FC Guez est 5ème avec 14 points. Et Zal clôt cette marche avec 12 points. On va passer au pronostic du jour. Pas de match pour l'Euro. Du coup, on a choisi un buteur sur la rencontre du Brésil ce soir. On va découvrir tout ça. On vous rappelle qu'entre 1 et 3, c'est un petit point. Entre 3-0-1 pardon, et 5, c'est 2 points. Et 5-0-1 et plus, c'est 3 points. Donc Bruce a pris Paqueta. Pipion, on a tout pareil aujourd'hui, poto. Il se passe quelque chose. Ah oui, depuis l'Allemagne, on s'est rapproché, Pipion. Avec Paqueta, vous jouez donc pour 2 points. Braque, lui, avec Vinicius à 2,70, jouera pour un seul petit point. Zal a pris Marquinhos et joue pour 3 points. Et moi, Guimaraes, je joue pour 3 points également. Voilà, donc Bruce et Scipion jouent pour 2, Braque pour 1 et Zal et moi-même jouons pour 3 points. Voilà, les amis, on se retrouve nous demain à midi, si je dis pas de bêtises, pour une prochaine émission. Celle-là, en repos, tournoi de futsal pour moi, ça va pas me faire de mal. Une petite note pour la régie aujourd'hui, juste. Ouais, vous voulez noter la régie? Bon, ils vont faire exprès, mais honnêtement, carré, les gars, non? Bah, à part le Bicotadze au début, c'est ouais, nickel, mais ça, c'est pas de ma faute. Je parle de moi, ce que je gère. Je veux dire. Ah, on a du 2, on a du 1. Bon, les notes sont pas très hautes. Vous êtes durs, les gars. Je dois parler, des fois faire quelques trucs. En vrai, il y a quand même Poineau qui gère certains assets, les gars. Mais on a bien bossé. Il n'y a pas de souci au moins. C'est bien. La salle parle bien ou je dis à Yous de pas t'envoyer le maillot sinon. Il va pas te l'envoyer. Oui, ce serait mérité, oui. Voilà, ça sera mérité pour toi. Oui, vu que vous m'avez mis 0, j'arrête le live là. Me dites pas, reste en live. Donc ça vous fait beaucoup de bien et on se reverra demain. Voilà. Bah écoutez, voilà, ça vous apprendra à mettre une mauvaise note à Bruce. Exactement. Les amis, moi je vous dis bonne soirée. Merci Bruce, merci Zal, merci Scipion pour cette émission. Prochaine émission à midi. Demain à midi, le replay sera disponible aux alentours de 21 h à peu près. Voilà, ceux qui veulent regarder de nouveau cette émission, ce sera sur YouTube. Les amis, on vous embrasse. Passez une bonne soirée. Je vous laisse avec le patron, il fait ce qu'il veut. Non, je me barre aussi. Ciao tout le monde. Vous me méritez pas. Ciao, ciao les fraudes. À demain, salut. Ciao.